Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, d'ailleurs je ne sais pas comment va s'appeler cette vidéo, je ne sais pas à quelle sauce je vais être dégustée. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas Marion, qui fait partie de mes modératrices sur mes lives, qui me fait toujours des pavés de commentaires sous mes vidéos, et avec qui j'ai fait un épisode de podcast entre la fanfiction et la réécriture. Tout ça, je vous laisserai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Ça fait maintenant, je crois, plus d'1 an qu'elle me parle de ce concept de vidéo qu'elle aimerait faire. Un peu, si vous voyez ce que fait David Castello-Lopez avec les small talk sur Combini, ou voilà, une sorte d'échange, mais quand même de micro-interview, enfin micro non, parce que je suis sûre que ça va être très long. On va partir, je pense, dans plein de directions différentes. Encore une fois, je ne sais pas ce que Marion a réellement prévu, je me réjouis de voir un petit peu, voilà, les questions qu'elle va me poser. Donc c'est une sorte de foire aux questions, mais réalisée avec une abonnée qui n'est plus vraiment qu'une abonnée, qui aujourd'hui est devenue une copine, avec qui j'échange quasiment, je pense, quotidiennement. Et bien évidemment, je remercie énormément le partenaire de cette vidéo, aka, comme bien souvent, l'application de lecture Nextory. Nextory, c'est vraiment l'application que j'ai toujours active dans mon téléphone. Je pense que si on devait faire un ordre d'applications que j'ouvre le plus dans le mois, je pense que Nextory arrive vraiment en très très bonne position parce que grâce à eux, j'ai toujours un livre en cours. Et d'ailleurs, j'ai toujours un livre que je pense que je ne lirai pas autrement que grâce à eux. Je m'explique. En gros, sur Nextory, t'as du livre numérique. Tout illimité. Tu peux vraiment aller farfouiller, lire tout ce que tu veux. Mais il y a tout un catalogue qui est là uniquement pour le livre audio. Et je trouve que cette fonctionnalité, vous le savez, c'est ma foi une invention absolument formidable. Voilà. Ça m'a permis de me réconcilier avec le livre audio, ça m'a permis d'écouter et donc de lire des livres vers lesquels je me serais probablement jamais tournée. Je prends le livre que je suis en train d'écouter à l'heure actuelle, que normalement je devrais avoir fini au moment où cette vidéo sortira. Je suis en train d'écouter Evie, qui a été un des derniers coups de cœur de ma maman par exemple. Grâce à Nextory, j'ai écouté déjà les 2 premiers tomes de la saga des Casalettes. Des livres comme ça que, peut-être qu'en format papier, je les aurais pas fait, en format numérique non plus, grâce à l'audio, je l'ai fait. Et donc vraiment merci beaucoup à eux de toujours soutenir la chaîne. Et avec le code que je vous laisse là, et maintenant regardez ça, j'ai un beau code QR, il est pas beau? Il est magnifique ce code QR, je le trouve super, voilà. Eh bien, vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Dans ces 60 jours, vous allez pouvoir avoir 15 heures de crédit audio les 30 premiers jours de votre test pour tester le catalogue audio. Et vous allez de nouveau avoir 15 heures de crédit audio pour les 30 jours suivants de votre test. Je suis trop contente, vraiment. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous présenter Nextory. Je les présente beaucoup, mais parce que c'est une appli que j'utilise beaucoup. Et aussi, c'est un des partenaires qui me fait le plus confiance depuis toutes ces années. Rien que pour ça, je suis très heureuse de pouvoir les mettre en avant et continuer à vous proposer leurs services. Je m'arrête pour cette introduction. La suite, ce sera avec Marion. Marion, je t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Vous ne me voyez toujours pas, mais en même temps, ça va pas être possible. Mon écran refuse de faire que ça marche. Enfin, ma caméra. Bref. C'est pas faux. Je ne sais. Alors là, il faut que Attends, faut que je recommence. Faut que je recommence parce que je dis n'importe quoi. Qu'en fait, dans ma tête, je suis comme, mais je n'ai aucune légitimité à être là. Pourquoi moi plutôt qu'une autre abonnée? Parce que quand même, madame a fait des études de journalisme, tout ça, enfin je sais pas, il y a quand même... t'as quand même un bagage. Ouais, je veux pas trop mettre les attentes trop en parlant de journalisme encore parce que... Moi, j'ai présenté le truc comme tu m'as fait l'autre jour, j'ai dit c'est un peu comme Small Talk de David Castello-Lopez. Voilà. Oui, d'ailleurs, je me suis dit, on appellera ça Tiny Talk. Pas de pression. Oh, tellement. Je cherchais un nom, je disais aux gens, je sais pas comment ça va s'appeler, mais Tiny Talk, bah ouais. c'est tellement cute. C'est ça. Tiny, ce sera pas du tout tiny, en fait, ça va durer 3 heures. Tiny Talk de 3 heures, tout va bien. Bon, déjà, merci beaucoup Margot d'avoir répondu à la positive à ma proposition. Ça fait genre 2 ans, je crois, que je t'avais dit ça à la fin d'une FAQ. C'est juste. Je t'avais dit, hey, Margot. J'étais là, j'étais sur 1 an et demi, tu vois. Donc, mais non, 2 ans, je crois que t'as raison. À mon avis, parce que et puis je t'avais dit, ouais, la prochaine FAQ, vas-y, moi je veux bien te la faire, l'interview, parce que mon idée, en fait, c'était que c'était toujours un tout petit peu frustrant. Tu répondais, puis des fois, j'avais envie de pousser un peu la conversation. Évidemment, tu le faisais pas, tu peux pas le faire toute seule. Et donc, au début, j'étais censée juste lire les questions des gens. Et puis au final, j'ai mes propres questions parce que vous allez voir, j'en ai plein. Alors j'espère que ça va vous intéresser
abonnés, parce que moi je suis là en tant qu'abonnée aussi, donc curieuse, ma curiosité c'est celle d'une abonnée, quoi. On va commencer avec la première question, c'est ma plus grande incompréhension te concernant. C'est-à-dire que tu as été libraire, tu fais de l'internet où tu montes ta tête depuis 15 ans, et en même Oui. temps tu parles beaucoup de ta sensibilité. Mais alors, je comprends pas comment tu fais pour allier les deux. Moi, ça ne tient pas, en fait. Parce que la librairie, c'est pareil, tu fais face à des gens un tout petit peu toute la journée. Et certes, tu ne le vois pas, mais tu dois bien te douter qu'il y a des gens qui te regardent sur les internets. Les 70K là, d'abonnés, c'est des gens, hein. Ou les 10K par vidéo, surtout. Comment tu fais? Est-ce que tu fais en fait de la dissociation? Alors, Qu'est-ce que ta psy t'en a parlé? Alors, tu sais, je pense qu'il y a en effet une forme de dissociation, c'est que comme les haters peuvent beaucoup plus se lâcher derrière un clavier, je pense qu'un créateur ou une créatrice peut beaucoup plus prendre de distance avec le public à travers un écran. Déjà, quand j'ai commencé, j'ai pas trop fait de live, j'en fais pas non plus des masses encore aujourd'hui, bien que j'en fais, mais je fais du montage, donc en fait j'ai vraiment cette approche où je contrôle un peu tout ce que je vais montrer, dire, etc. Je peux reprendre des choses, je peux enlever des choses et tout. Je peux vraiment contrôler jusqu'au bout du bout ce qui va se passer, techniquement. Et quand je vais mettre en ligne, moi en fait, je prends beaucoup de recul parce que c'est déjà passé. Si tu veux, j'ai fait la vidéo quelques jours en arrière, voire même des fois 1 ou 2 semaines. Le temps que je la monte, enfin, je l'ai tellement bouffé, ce contenu pour moi déjà, que quand moi je la poste, je suis déjà un peu détachée du truc, alors que les gens ils le consomment à l'instant T, voire quelques jours après. Et je pense que du coup, il y a vraiment une forme de barrière un peu que je mets, peut-être même un peu inconsciemment, et tant mieux. Quand tu te lances dans une vidéo, parce qu'il y a, je sais pas, enfin moi je sais que des fois quand j'essaie d'écrire un petit peu, je me dis ah mince, ce serait bien qu'il y ait des gens qui lisent. Et parfois ça peut me bloquer à. Alors certes, tu peux parler un peu du contrôle, mais ouais, t'as pas l'impression malgré tout quand tu fais la vidéo quelque chose comme ça, et à un moment donné où ta sensibilité, enfin quand je dis sensibilité, c'est ta timidité en fait, ou plutôt ton rapport aux autres plus qu'une sensibilité nécessairement. Elle te fait pas coucou à ce moment-là, tu te sens libre en tout cas de partager comme tu as envie. Ouais, je me sens libre parce que déjà, je suis toute seule dans mon salon. Vous êtes pas 10 000 là devant moi à attendre une réponse patiemment de ma part. Donc en fait, je me lâche beaucoup. Je coupe beaucoup au montage en fait, mine de rien. Il y a pas mal de moments où je pars dans des trucs et tout et tout. Enfin, je pense que ça se voit peut-être un peu plus en live maintenant. Et quand je suis dans le montage, je me dis non mais bon là c'est bon, ça t'abrège, ça t'enlève, ça tu fais. C'est pas que je me censure, mais je fais du contenu quand même où je me dis 45 minutes c'est bien, 1h30 c'est trop peut-être, tu vois, on va peut-être pas non plus, voilà. Donc je pense à ça. Et quand j'allume la caméra, ça se voyait, je pense, beaucoup au début, que j'étais très timide, que j'osais pas trop. Je me rappelle des gens qui ont été voir mes premières vidéos qui me disaient ah mais c'est marrant parce qu'on voit que t'essaies de faire des petites blagues comme maintenant, mais t'oses pas trop. Je dis oui, parce qu'elle a toujours été en moi, cette fille-là. Et à force je pense que la caméra, c'est devenu un peu, j'étais bien un peu, comme quand tu enlèves tes filtres petit à petit avec les gens que tu commences à connaître et à apprécier, où tu te relâches de plus en plus. Et au bout d'un moment, bah, je l'ai apprivoisé. Et quand je l'allume, bah, je lui parle comme je me parle toute seule chez moi, comme je parle à des copines. Pas des mêmes sujets, parce que je garde toujours à l'esprit qu'après ça va aller sur Internet. Donc j'essaye de garder des trucs assez classiques, en surface. Je rentre pas non plus dans 1000 détails. Parce que je veux quand même toujours garder à l'esprit qu'après ça va aller sur Internet. Mais il n'y a plus de timidité. Même au contraire, je pense que je suis moins timide avec ma caméra que justement face à des gens. Là, dans 1 semaine tout pile, je vais aller faire une conférence avec plein d'autres gens du monde du livre en ville de Fribourg. J'ai les pétoches, quoi. Mais tu me demanderais la même face à une caméra, de faire mon petit discours, de te répondre comme on fait là. Pas de problème, quoi. Et justement, du coup, ta sensibilité en tant que libraire, tu l'es plus maintenant, mais comment tu l'as gérée? Parce que moi, je sais que j'ai été un tout petit peu libraire aussi dans ma vie. Et clairement, le fait qu'il y ait des clients, c'était ce que je détestais le plus dans le métier. C'est paradoxal quand même, hein. Tu vois, j'ai eu mon papier jeune, j'avais 20 ans. J'ai commencé à bosser en librairie, j'avais tout juste 21 ans. Et c'était dur au début. J'ai trouvé que c'était... Ouh là là. Et mes premiers retours de certains de mes supérieurs
de mes chefs, c'était mais on comprend pas quand t'es avec tes collègues, t'es hyper solaire, on sent que t'as envie, que tu rigoles et tout, et dès qu'il y a des clients, tu te renfermes, on dirait que t'as pas envie d'être là, tout ça, tout ça. Et ça, en fait, le côté où elle m'a dit vraiment, t'as deux facettes, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, tiens, c'est bizarre. Puis je sais plus avec qui j'en parlais une fois, je crois avec justement une collègue, je me disais mais comment tu fais, enfin on dirait que t'es la même là face aux clients mais pas tout à fait, et en même temps, enfin je comprends pas. Puis elle me disait mais moi tous les jours j'arrive, en plus je travaillais à la Fnac à l'époque, donc tu as vraiment cette image de tu mets ton gilet de la Fnac. Elle me disait bah j'enfile la tenue d'un rôle en fait, enfin c'est pas la vraie moi, c'est celle que je vais être là pendant 8 heures de temps, et après j'enlève, tu t'en fiches, les gens te connaissent pas, et tout et tout. Et petit à petit, encore une fois, j'ai apprivoisé le métier, j'ai apprivoisé les clients, à doser aussi, à savoir avec lesquels tu sens, il y a un truc, tu peux peut-être faire une petite blague, tu peux, enfin, voilà, et petit à petit. Et ensuite, la librairie où j'ai été, avant de quitter le monde du livre, de la librairie, on avait un desk à l'accueil, donc un gros bureau, et vraiment il était énorme, un peu en arc de cercle comme ça, c'était vraiment le bureau de l'accueil. Et ça, je trouvais que c'était hyper rassurant, parce que t'as vraiment une grande surface. Les clients peuvent pas passer. Souvent, ce que j'aimais pas à la Fnac, c'est que les gens, ils passaient derrière, ils regardaient ton écran, et ça me... Je pouvais pas, quoi. C'est genre ma zone perso, ta zone perso. À un moment donné, stop. Là, je suis en sécurité. Et c'est mon domaine, et j'avais l'arrière avec les commandes clients, et tout, c'était... Puis, petit à petit aussi, tu te sens légitime, je sais pas. Il y a une forme de... C'est mon domaine, c'est mon royaume, et je t'invite à y entrer, certes, mais on en avait une phrase aussi que notre directeur à l'époque nous disait, il disait « Le client n'est pas roi, le client est un invité. Donc on le traite comme un invité, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Donc sentez-vous aussi à l'aise, pas de remettre les clients à leur place, mais de faire comprendre qu'ils ne sont pas non plus chez eux. Ils sont invités, et on prend soin de nos invités, mais on leur permet pas non plus de mettre les pieds sur la table. » Donc, et j'aimais bien cette phrase, et ça m'a beaucoup rassurée aussi. Et il n'y a pas un moment dans tes études où tu as eu envie peut-être d'abandonner justement parce qu'il y avait ce rapport aux gens, aux inconnus, quoi. Alors, j'ai eu de la chance, on va dire. C'est que moi, mes études, mes 3 ans d'apprentissage, je les ai faites en bureau, parce que je les ai faits chez un distributeur, donc pas en librairie directement. Donc en fait j'ai eu un peu 3 ans d'illusion de la librairie, où je me suis dit ah mais ça va en fait, et j'étais dans mon bureau tranquille, alors j'avais beaucoup de collègues parce que c'était un open space, tout ça, donc là déjà c'était... Mais tu quittes l'école où tu es déjà toute la journée avec beaucoup de gens, et ensuite tu arrives dans ce monde-là, c'était pas vraiment différent. Et puis ensuite j'ai fait mes 3 mois de stage en librairie, et je les ai tellement fait dans une librairie tellement cool, sympa, petite, l'impression que tous les clients étaient des habitués, enfin voilà, que ça m'a montré en fait un monde de la librairie où j'étais là, ah mais ça va en fait, enfin c'est mignon. Et après j'ai travaillé à la Fnac. Et après j'ai fait, ah quelle horreur. Tu es resté combien de temps à la Fnac déjà? 4 ans et demi. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. Ouais, je reviens sur ce que tu disais, que tu mettais un petit peu ta veste de libraire, Margot libraire, et puis Margot liseuse. En fait, passes beaucoup de ta vie ou tu as passé beaucoup de ta vie en représentation quelque part, à te Ouais, faire une petite. c'est vrai. Et ça te va, ça, quelque chose comme ça? Ouais. Ou t'as l'impression de. Ouais? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que justement, ça me permet de couper et de me dire, après, il y a la vraie moi et il y a la vraie vie. Je dis pas que je montre pas la vraie moi sur internet, mais je montre une partie de la vraie moi. C'est conscient, c'est voulu aussi. C'est peut-être l'avantage de pas avoir commencé à 12 ans et demi, quoi, tu vois, enfin, où tu sais pas, où tu comprends pas, et d'avoir commencé presque en même temps de l'émergence des plateformes. J'ai commencé YouTube en 2011, on pouvait pas monétiser nos vidéos encore, enfin, tu vois, c'était pas... Il y avait pas encore ce truc, et en même temps, comme t'étais pas beaucoup, comme tu parles dans un monde où il y a très peu de gens qui te regardent, hein, on va pas se mentir, les débuts de Booktube, c'était pas folie, quoi, non plus. Ça l'est toujours pas, mais disons qu'il y a plus de monde. Donc t'apprends sans trop te mouiller. T'apprends en te disant, mais il n'y a pas directement, bam, 10 000, 15 000 personnes qui vont voir ta vidéo et puis qui... Voilà. Et en même temps, bah, t'as le temps gentiment de te forger. Mais avec le recul, t'arrives à comprendre pourquoi la toute jeune femme Margot a eu envie de se mettre, même s'il n'y a pas la même effervescence qu'aujourd'hui, tu avais conscience que c'était
un peu tout le monde. Enfin, après, peut-être pas conscience au même point. Enfin, je veux dire, pour avoir été juste avoir eu un Facebook à l'époque, c'est sûr qu'on mettait pas les mêmes choses sur Facebook que ce que je pourrais imaginer mettre maintenant, juste par exemple, tu vois. Parce que tu aurais pu rester sur ton blog, parce que tu avais d'abord un blog, pardon, écrit, qui a tenu longtemps, le coup. Et puis, pourquoi tu as eu envie de montrer ta tête au final, quoi? Bah, je suis tombée sur des chaînes de nanas qui montraient leur tête. Et elles avaient l'air tellement enjouées et heureuses de présenter leurs livres. Tu sais, tu les voyais. Il y a le côté un peu matérialiste aussi, où tu l'as en main, tu vois qu'elles le lisent. Enfin, pas qu'elles le lisent, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces rendez-vous-là, on n'avait que des book hauls, des bilans, ce genre de choses, mais tu voyais les livres, tu voyais la passion dans leurs yeux, quoi, en fait. Tu vois. Et un truc, je me disais, bah ça, tu peux pas le montrer dans un article. Je crois qu'à ce moment-là, je venais de déménager dans une ville que je connaissais pas du tout, à 2 heures de chez moi, dans un job, dans le premier job de libraire que j'ai eu après mon papier. Vraiment en mode, je suis un peu seule. Les jours de congé ou les soirs chez moi, j'ai un peu de temps à perdre, quoi, mine de rien. J'avais pas d'amis là où je m'étais installée, je sortais pas, je voyais personne à part mon mec de l'époque, et lui aussi était en études de nouveau, donc il pouvait pas passer non plus tout son temps avec moi. Donc je me souviens que j'avais tu sais, les bêtes appareils photo numériques avec lesquels on sortait. Bah là, je l'ai foutu sur une pile bancale de livres et je me suis dit, bah tu sais quoi, tente en fait, si elles le font, pourquoi pas toi? Puis tu verras bien. En fait, vraiment de prime abord, je me suis dit, lance le truc, mets-le dans ton ordi et vois à quoi ça ressemble. Et voilà. Et j'en ai fait 2-3 jusqu'à avoir la version que j'ai publiée pour la première fois et où je me suis dit, bah go en fait, on verra. Puis en fait, je voyais aussi les vues que elles avaient, qui n'étaient pas non plus... à l'époque, il y avait qui déjà qui fonctionnait bien? Il y avait peut-être un Cyprien, tu vois, ou une Natou. Et je me disais, elles ont en tout cas pas ça. Donc il n'y a pas... Enfin, si elles ont déjà cette communauté-là, moi, je vais pas arriver avec le même chiffre non plus. Donc c'est pas... je prends pas trop de risques. Je vais arriver vers des gens qui aiment déjà ça, qui ont l'air d'être plutôt bienveillants, aimer lire, donc... Voilà, puis si ça prend pas, ou que j'aime pas, ou que sais-je, bah je ferme le truc, et puis il y aura eu 2 vidéos, et puis c'est pas grave, quoi. Et du coup, ta toute première vidéo, c'est pas la première vidéo que t'as faite au final. Bah si, Celle qu'on peut voir sur les internets. c'est la première vidéo, mais sauf que je l'ai faite 4 fois, je crois. Ah, ok. Parce que à l'époque, la toute première vidéo, je ne sais pas faire de montage. Donc il faut que du début jusqu'à la fin, j'ai aucune coupure et je sache exactement ce que je veux dire, que je mange pas mes mots, que tout ça. Donc vraiment, je l'ai lancé 4 fois, mais à 4 fois, je dis pas quasiment la même chose à 2-3 broutilles près. Mais c'est ça, c'est un In My Mailbox du mois de juin 2011 et où je présente les derniers livres que j'ai ramenés à la maison. Et t'avais tout écrit? Ou c'était tout dans ta tête à fond? Non, c'était tout dans ma tête. J'ai jamais écrit Enfin, si j'ai écrit peut-être une vidéo ou 2, mais c'est tout. T'imagines qui? Alors, je sais pas si ça a changé, mais t'imagines qui devant ta caméra? Parce que tu dis ta caméra, c'est ta copine, mais est-ce que tu imagines maintenant ou tu as imaginé quelqu'un de précis ou un abonné idéal, un ou une abonnée idéale? Non. Quand tu parles ou Non. tu parles à... Je parle à la boîte noire là, mais je sais pas, elle a... T'écoutes parler, quoi. Ouais, totalement. Je m'écoute parler, c'est ça. Bah, on a un petit côté un peu narcissique, hein, du moment qu'on monte sa tête sur Internet. C'est qu'il y a un truc en nous. Et je trouve que c'est aussi, à part ça, c'est une chouette thérapie pour apprendre à t'aimer, apprendre à aimer ta voix, ton image, l'image que tu renvoies. Parce qu'après, tu vas t'entendre, tu vas te voir pendant un sacré moment durant le montage. Si t'aimes pas ce que tu vois, je pense que ça peut vite devenir compliqué. Et t'as eu l'impression d'ailleurs rapidement que ça te... Parce que t'as commencé en même temps que ta carrière, quoi. Ta carrière de youtubeuse et ta carrière de libraire ont commencé au même moment. Ouais, quasi à un an près, plus ou moins, ouais. Bah ça aide, je trouve que ça désinhibe un petit peu, quoi. J'ai perdu de ma timidité grâce à ça, et je pense qu'aujourd'hui je serais encore toujours pas mal timide si j'avais pas eu YouTube, les réseaux. Là, ça m'a appris à avoir confiance en moi, en ce que je dis, en ce que je fais. Tu te fais aussi un peu valider finalement par les autres, par les commentaires que tu reçois, etc. Donc ça te pousse, tu vois. Je pense que si tu te fais constamment descendre ou clasher sous chacune de tes vidéos, soit t'arrêtes très vite, soit tu changes de discours, soit tu changes d'angle, enfin quelque chose. Mais quand ce que tu fais, c'est apprécier comme tu le fais, sans que ça te demande non plus trop d'efforts, ça demande un temps considérable de montage, de temps de tournage, de tout ce que tu veux, mais quand t'es pas non plus obligé de te dire « Ok, attends, il faut vraiment que je planifie, que je pense à tout ce que je vais dire, parce que sinon je vais m'en prendre plein la gueule »,
je parle de trucs hyper... Enfin, pas touchy, quoi, justement. Enfin, j'ai de la chance pour ça, c'est de ne pas m'être lancée dans un truc un peu tendax, quoi. Donc, c'est plutôt cool aussi. Tu te souviens de ton premier commentaire? Non, je me souviens pas du premier commentaire, mais je pense que ça devait faire partie de celles qui faisaient déjà des vidéos, parce que quand j'avais lancé la chaîne, je crois avoir été... Il y avait une section dans le forum Livre Addict, sur lequel je suis toujours, mais je ne l'utilise plus pour le forum, où tu pouvais venir mettre tes articles de blog, ou alors après, ils avaient fait un onglet vidéo. Et tu pouvais venir mettre le lien de ta dernière vidéo, ou que sais-je, et là je m'étais dit, oh, bon, allez, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais, tu le fais pas. Et je l'avais lancé, j'avais posé le lien, et donc c'était évidemment, je pense, des gens du forum qui étaient venus voir et liker et commenter, j'imagine. Tu regardais avidement le compteur des vues et tout ça? Je sais De pas, fou. si Ouais. t'avais accès à beaucoup de choses à l'époque, même en tant que créateur. T'avais accès au... Ouais, en tout cas au nombre d'abonnés. Je me rappelle que ça me mettait une notification sur mon YouTube à chaque fois que j'avais quelqu'un qui s'abonnait, mais on n'avait pas encore Studio, je crois. C'était pas aussi performant que maintenant, c'est sûr. Maintenant, on peut voir 10 000 choses qu'on pouvait pas voir à l'époque. On pouvait pas mettre de miniature, par exemple. Enfin, du coup, ça prenait une capture d'écran au bol de ta vidéo et avec un peu de chance, t'avais une tête un peu sympa dessus. Je crois que ce que je regardais surtout, c'était le nombre d'abonnés, pas forcément les vues, les j'aime ou les j'aime pas, parce qu'à l'époque, tu voyais le nombre de j'aime pas sous les vidéos. Ça, je me souviens, ça, c'était très compliqué. T'as été libraire, youtubeuse, booktubeuse même. T'as travaillé pour le Salon du Livre. T'as fait des chroniques. Maintenant, tu travailles dans une boîte de de diffusion. T'as publié ton carnet de lecture. Si on était dans un jeu de rôle, j'en sais rien, t'es la magicienne du livre ou t'as une destinée livresque à accomplir. J'aimerais Est-ce que trop. tu te sens comme ça, espèce de... C'est vrai C'est... que il y a un petit truc maintenant que tu le dis. En fait, chez moi, c'est tellement disparate, c'est tellement étalé sur le temps que je le vois pas comme ça. Tu sais, genre, waouh, ça. Mais oui, un peu. Bah, je m'étais toujours dit, je me suis retrouvée au chômage pile après mon congé maternité. Pas très longtemps, mais quand même juste assez pour te foutre le... Voilà. Et je m'étais dit, bon, tu vas voir ta conseillère et tout machin, et tu dis bah voilà, je suis libraire, donc elle te pousse à chercher en librairie, en bibliothèque, etc. Puis elle me dit bon, peut-être au bout d'un mois, il faudra peut-être élargir votre truc, puis partir dans des domaines qui sont pas le livre, quoi. Et là, je me suis dit, mais imagine, je peux pas retourner en librairie, je fais quoi? Et donc j'ai mon mec qui me dit quand même, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas te trouver, ou alors bah c'est pas un problème, tu peux vendre un peu n'importe quoi. Je fais non mais tu te rends pas compte en fait. Nous on fait un apprentissage à part. On est un peu dans le genre commerce de détail, on est vraiment, on fait un truc autre que les autres quoi. Donc comment tu veux que je peux pas vendre n'importe quoi? Il m'a dit mais si t'apprendras, c'est pas grave. Je dis mais je veux pas. C'est ça que tu comprends pas. Moi je vis, je respire livre, je peux pas vendre autre chose. Alors heureusement, je touche tout ce que tu veux, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé, et si tu faisais pas libraire, t'aurais fait quoi? Eh ben je sais pas. C'est tellement venu vite dans ma vie. Tu vois, j'ai choisi de faire cet apprentissage, j'avais 16 ans, 17 ans quand je l'ai commencé. Puis voilà, je suis jamais repartie. Ça fait 20 ans, quoi, cette année que je suis dedans, quasiment, quoi. Une vraie experte, quoi, dans le... Tu es magicienne, ce serait Margot, magicienne, liseuse, des trucs comme Ah, ça. la magicienne du livre, j'aime beaucoup, c'est très joli. Avec une robe en page, comme ça, ouais, j'ai la vision. Du coup, les magiciens, par contre, ils ont souvent une mission, enfin, en tout cas, les personnages, une mission, ou ce serait quoi ta mission, ton Graal? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport au livre? Est-ce que t'aimerais que tout le monde puisse trouver son livre parfait? T'aimerais que, je sais pas, t'as une idée comme ça qui te Je pense que traverse des fois? la première quête, le premier bout de ma quête, c'est que tout le monde se rende compte que il peut trouver du plaisir dans la lecture. Je pense qu'il il y a des failles, quelque part. Il y a des gens qui ont arrêté d'aimer lire ou qui n'ont jamais aimé ça. Et leur faire comprendre qu'en fait, ils sont peut-être juste pas tombés sur le bon livre. Et rien que ça, j'en ai eu. J'ai eu des retours, des mails, des commentaires, des messages. Et c'est tellement juste les meilleurs témoignages que je peux avoir quand on me dit oh, mais grâce à toi, je me suis remise à lire. Grâce à toi, je suis tombée sur tel ou tel bouquin. Et ça m'a ouvert, je sais pas, j'ai découvert un nouveau genre, un nouvel auteur, une nouvelle autrice, que sais-je. Enfin, ça, pour moi, c'est mon Graal quand je reçois ces messages-là, parce que je me dis mission accomplie, en fait. T'as pas fait grand-chose. Typiquement, tu vois, quand je fais des Read With Me, donc des lives où on lit tous ensemble, des fois, je me dis
quel est l'intérêt en fait? On est là, chacun de son côté, on lit pendant 30 minutes dans le quasi-silence avec un crépitement. Bon, mais en fait après j'ai vraiment des retours de gens qui me disent mais ça tu vois, des fois je les lance et ça me motive à lire. Je dis mais c'est ça, ou quand je montre dans un vlog juste un petit passage, quelques secondes où je lis un bouquin, j'ai des gens qui me disent bah après je quitte ta vidéo et je prends un livre et je me mets à lire. Et juste ça tu te dis, la personne plutôt que de scroller indéfiniment sur son téléphone, elle a été prendre un livre et elle l'a lu. Meilleur compliment qu'on puisse me faire. Est-ce que tu y penses ça quand tu fais tes vidéos justement où t'es pas forcément le montage mais les prises de vue, de romantiser un petit peu le côté lecture pour donner envie ou ça te vient naturellement parce que t'as un côté créatif aussi? Alors ça me vient naturellement parce que même quand j'allume pas la caméra, je fais exactement ce genre de situation pour moi, parce que j'aime bien, parce que je trouve qu'on a besoin, enfin on n'a peut-être pas tous, mais moi j'en ai besoin dans ma vie, parce que des fois le monde dehors il fait un peu peur, t'as pas très envie de le voir, et je me dis que voilà, de créer ta bulle, d'avoir vraiment ce côté-là. Et c'est vrai qu'après, je me rends compte que le contenu que moi je consomme sur Internet, c'est beaucoup du contenu comme ça, de gens qui montrent leur petite routine, leur petite vie, leurs petites habitudes et tout. Ça me parle, donc j'essaie de l'intégrer moi aussi, pour me dire, bah, en fait, si moi ça me plaît, c'est que ça doit plaire à d'autres gens, donc si moi je l'intègre, ça fait sens, vu qu'en plus j'aime ça, donc j'ai pas à me forcer, quoi. Faut juste que je pense, ce que je pense pas toujours, à allumer la caméra dans ce genre de moment. T'as été libraire à un long moment. Et un truc que je trouve marrant, c'est que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ton YouTube, c'est pas vraiment des vidéos de recommandation de livres. C'est-à-dire que tu parles de tes lectures, et même avant, quand tu faisais des vidéos, c'était voilà ce que j'ai lu, voilà des lectures, éventuellement des lectures en relation sur tel thème. Mais tu sais, ça se fait parfois, les boîtes à questions sur Instagram, puis tu dis, demandez-moi telle combinaison super compliquée de critères, et puis je vous recommande un livre en fonction de ça. Et t'en fais pas tellement. Et je trouve ça marrant pour quelqu'un qui est libraire. Est-ce que c'est parce que t'aimes pas tellement ça, en fait, conseiller les gens? Genre, je veux bien vous montrer où est le bouquin ou quoi, ou vous aider à vendre des trucs? Ou est-ce que parce que t'en as déjà assez fait en librairie, puis c'est genre, démerdez-vous? J'adore conseiller. J'adore conseiller. Mais j'adore conseiller en librairie. Il faut que j'ai des livres devant moi. Je trouve que je suis très admirable de celles qui arrivent à faire ça, le coup des boîtes à questions, les gens donnent des thèmes ou que sais-je et elles arrivent à trouver des bouquins. Mais en fait, j'ai bossé un an, un peu moins d'un an, pour une entreprise, une start-up à l'époque qui s'appelle Glose, et où je faisais du conseil en ligne. Et ben, c'était l'année la plus difficile de ma vie en termes de libraire. Parce que je trouve que ne pas avoir les livres sous les yeux pour conseiller des livres, c'est chaud. Et donc du coup, en fait, si je dois juste faire appel à ma mémoire pour aller chercher, piocher des trucs, tu peux être sûr que je passe à côté du truc ou que je vais oublier quelque chose. Et c'est ce qui se passait dans les sélections que je faisais pour Glose. J'étais généralement contente, mais ça me prenait un temps 10 fois plus long, j'ai l'impression, que quand j'étais en librairie, où en fait, tu vois un truc, puis après tu tournes la tête, t'en vois un autre, ça te fait penser à autre chose, puis tu associes des trucs, puis tu fais ah mais si en fait vous m'avez parlé de ça, donc du coup, et tu rebondis, puis tu vas d'un coin à l'autre de la librairie, c'est vivant en fait. Et le faire via les réseaux, pour moi, ça matche pas. Il y a un manque peut-être, je sais pas, de contact, d'humanité peut-être, que j'ai de la peine à saisir et que j'ai de la peine à faire. Donc en fait je parle de mes lectures, de voilà comment moi j'ai ressenti le truc, de ce que j'ai aimé ou pas aimé, mais je trouve que c'est hyper dur de conseiller quelqu'un. J'en ai qui arrive dans les commentaires, dans les messages pour me dire j'ai quelqu'un, j'aimerais lui offrir ça, tu peux me conseiller quelque chose? Et je suis là et je bug devant mon écran et je suis là moi. Et c'est vrai que ma réponse en général c'est je sors 2-3 titres comme ça de mémoire et après je dis mais allez en librairie en fait, vraiment, vous allez voir, les gens ils sont super et en fait ils vont vous trouver des trucs. Moi je suis plus en librairie maintenant en plus, donc j'ai peur de passer à côté de choses parce que je les vois plus à 100%. Donc si après on me dit ah ouais mais tu m'as conseillé ça, mais en fait t'as oublié mais il y avait encore ça, je fais ouais bah désolé quoi. Enfin... Tu pourrais pas par exemple faire une vidéo où tu vas en librairie avec tes petits trucs et puis tu fais la recherche live comme ça? Ou est-ce qu'il faut que tu sois avec, dès que t'aies suivi aussi les arrivées, enfin, parce que c'est pas que vivre dans un rayon, ça suffit pas, peut-être manipuler les livres aussi avant. Je pense que ce serait possible si on reprend l'exemple des boîtes à questions, je pourrais le faire, mais en effet en allant ensuite en librairie pour un petit peu voir et tout. Mais après c'est clair que je conseillerais peut-être un peu comme à l'époque des livres que j'ai pas forcément lus.
Voilà, qui sont... Parce que c'est une évidence, quand tu es en librairie, tu ne peux pas tout lire. Et donc, des fois, ça va t'arriver, très souvent même, tu vas conseiller des livres que tu n'as pas lus. Ou en tout cas, tu vas recommander ou présenter des livres que tu n'as pas lus, juste parce que ta collègue t'a dit que... Et ça, c'est très très précieux. Et c'est un truc, en fait, sur lequel je m'appuyais aussi beaucoup en librairie, et vice-versa sur YouTube. C'est que je prenais les avis que j'avais entendus sur des chaînes, sur des blogs, etc. Je disais, je l'ai pas lu, mais j'ai entendu dire que... Ça, c'est bien aussi. Et peut-être que je pourrais le faire, mais c'est vrai que c'est pas un truc où je me dis, je le faisais de façon professionnelle en librairie. J'ai peut-être pas forcément besoin ni envie de le faire sur ma chaîne, ou sur mon compte Insta, ou que sais-je. Parmi tes évolutions aussi sur ta chaîne, moi, il y en a une, on en a un petit peu parlé aussi, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai lâcher-prise. On le disait l'autre fois, là, où maintenant tu fais plus de bêtisiers, de vidéos bêtisiers de montage parce que tu as tendance à les mettre dedans. Si t'es pas dans la vidéo, c'est que t'as pas du tout envie que ça soit sorti finalement quelque part. Tu laisses un peu plus de morceaux moins parfaits, on va dire. Face cam, pas maquillé, tout ça, avec le plan qui est pas forcément soigné, puisque ça va avec l'idée du vlog aussi. Mais est-ce que c'est quoi? C'est une volonté de changer, de te montrer un peu plus authentique ou quoi dans ce qu'on parlait quand tu maîtrises un petit peu l'image que tu donnes? Ou est-ce que c'est, en fait, ça t'intéresse plus de contrôler autant ton aspect toi, ou peut-être c'est un vrai développement intérieur, ou juste tu te sens toi dans ta vie plus à l'aise aussi? C'est une évolution que tu as ressentie, toi? Oui, alors je l'ai ressenti à cause de deux choses. C'est arrivé au moment du Covid, on s'est tous retrouvés un peu enfermés chez nous, et avec une enfant de 3 ans et demi à la maison. Donc de toute façon elle allait pas à l'école ni rien, mais disons que faire des vidéos à partir de ce moment-là, ça a commencé à être de plus en plus compliqué, parce qu'elle faisait plus de sieste. Quand elle était vraiment bébé, c'était plus simple, je la mettais à la sieste, je faisais ma vidéo, c'était bon. Là, ça commençait à devenir de plus en plus charnière quand même, où 3 ans et demi, ils ont quand même beaucoup besoin de toi, ils sont tout le temps, ils sont hyper curieux de tout, tu peux pas juste lui dire va jouer dans ta chambre pendant 2 heures, maman filme quoi, ça ne fonctionne pas. Donc je m'étais dit, je peux plus faire du fast cam comme je faisais jusqu'à présent, où je me pose vraiment pendant 30-40 minutes, je fais mon truc, voilà. Et puis en plus, on est tous bloqués à la maison, mine de rien, ça fait bientôt 15 ans que je fais des vidéos, ça fait 13, bientôt 14 ans que je suis avec mon mec, je supporte toujours pas de filmer quand il est dans les parages, quoi. Donc, je me suis dit, je vais pas me retrouver seule à la maison très souvent. Ça va commencer à devenir compliqué. J'ai sorti ma grosse caméra et j'ai dit, bon, tente, tu filmes petit bout par petit bout, puis tu verras bien ce que ça donne. J'ai trouvé le truc plus libérateur, moins chronophage en termes de tournage, parce que vraiment je pouvais faire des petits bouts par-ci par-là et après tout mettre ensemble. J'étais là, mais ouais, en fait, je comprends ceux et celles qui font du vlog, en fait, parce que c'est hyper pratique. Et ça a commencé comme ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, toutes les lectures que je vais faire, je les montre dans les vlogs, donc j'ai plus besoin de faire de bilan, j'ai plus besoin de faire de book haul, j'ai plus besoin de faire... Plein de choses, en fait, ont disparu petit à petit parce que tout était réuni dans le vlog. Après coup, j'ai commencé un peu à refaire des rendez-vous par-ci par-là, parce que je savais que les gens aussi, ils étaient un peu en demande de ça. Mais ça a été, comme tu dis, un vrai tournant hyper agréable, parce que aussi je pense que ça a fait le tri dans les gens qui me suivaient à ce moment-là. Et je pense que tous ceux qui étaient des fois à venir chercher la petite bête, à vouloir insister sur certains détails, à dire « Ah mais là t'as dit ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », du moment que j'ai fait du vlog, ils se sont dit « Bref, plus d'intérêt, viens on se casse », ils se sont barrés je pense. Et honnêtement, depuis que je fais des vlogs, les méchants commentaires sont hyper rares. Ça arrive 1 ou 2 fois encore, mais avant, j'en avais malheureusement un peu trop souvent. Parce que tu sais, la vidéo, elle est titrée, je sais pas moi, les livres de tel groupe, je sais plus, j'avais fait sur les lectures arthuriennes par exemple, ou sur, que sais-je, et t'en as forcément certains pour venir t'attraper la veste sur un détail. Et on va pas se mentir, c'est jamais cool. Je comprends des fois que c'est nécessaire, mais il y a la forme. Et certains, ils l'ont pas du tout. Et je pense que le fait de balancer des trucs dans des vlogs, comme c'était mélangé avec d'autres choses, d'autres choses n'intéressaient pas forcément ces gens-là, donc ils se sont barrés, et j'ai gardé que les gens cool de la communauté, et c'est trop bien. Donc voilà, c'était un bon point pour tout le monde finalement. Alors c'est marrant parce que moi, je t'en avais parlé une fois, j'avais une théorie sur tes cheveux aussi, l'histoire de tes cheveux. Genre si on était dans un film, je pense que ce serait totalement à la réponse, tu sais, un peu
le symbole de libération de la femme ou quoi. Parce que t'es quand même passé des cheveux très longs, très lisses et lissés. Mhm. Et t'étais blonde au début, non, de ta chaîne un peu. Au tout début, ouais, je crois que j'ai 2-3 vidéos avec ma couleur naturelle, hein, plus ou moins. Avec des C'est très mèches quand mignon. même, je crois, et tout, mais ouais. Et puis là, bah, comme on voit, alors ça est passé à beaucoup plus court, mais surtout lâchage de boucles. Ouais. Est-ce que c'est lâchage de boucles, lâchage de tête ou ça coïncidait un petit peu à ta maternité aussi? Ouais, de fou. Je sais pas si t'as senti qu'il y a eu un truc, une libération de toi un peu de Ouais, peut-être il y a deux trois conneries qu'on met de côté parce que bon. bah, en fait, c'était même pas ça, mais c'est que quand t'as un bébé, avoir des longs cheveux, c'est pas pratique, je trouve. Parce que t'es penché sur eux, ils sont tout le temps en train de te les attraper et tout. Donc, j'ai tenu un petit moment, puis après, j'ai dit, écoute, ça commence à me saouler, cette histoire. En fait, je les attachais tout le temps. Au bout d'un moment, je dis, bah, c'est chiant. Puis, on va pas se mentir, j'étais quand même sur... non, j'avais déjà coupé à ce moment-là, mais... Donc, ils avaient repoussé entre-temps. Donc, j'étais passée aux colorations naturelles, parce qu'aussi, ils étaient flingués... de là à de là, je pense, à l'époque. J'avais plus trop le temps. J'avais plus trop le temps d'aller chez le coiffeur, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait hop, hop, deux couettes, tac, plaque. Et À la Mulan quoi. voilà. Ah, j'aurais tellement dû aller chercher le sabre. Ah, j'en ai en plus, c'est con, j'en ai. Prochain, tu laisses pousser tes cheveux un peu et on Et veut on ça en refait. vidéo. S'il On te refait. plaît, fais-nous la scène. Mais non, ça dans un premier temps, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu eu un Margot très 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 jeune maman, encore un peu enfant, parce que j'avais 26 ans, à Margot maman, vraiment l'adulte. Là maintenant on déconne plus, c'est la vraie vie. T'as un petit être entre tes mains qui n'a plus le choix que de toi pour survivre. T'as pas le temps, donc facilite-toi la vie en fait. Donc j'ai fait ça, mais ça a été aussi avec le fait que j'ai changé de lunettes. J'ai eu cette monture là que j'ai depuis tout ce temps maintenant. Mais je trouvais ça moins rigide, moins fermé et tout que les grosses noires que j'avais. Et j'étais me faire un tatouage. Voilà, c'était all in one. Et j'ai dit, allez, voilà, c'est nouvelle période de ma vie, on s'y met. Et c'est vrai que en fait, couper les cheveux, je les lissais moins parce que j'avais moins le temps. Et donc petit à petit, j'ai vu mes boucles revenir. Et j'ai fait, ah, mais c'est à ça que ça ressemble en fait. Et j'ai commencé à aimer. Et j'ai commencé à suivre des gens qui donnaient des conseils pour retrouver ses boucles et tout et tout. J'étais, ok, bon bah on va s'y mettre quoi, gentiment. Je crois qu'il y a une mode aussi à un moment donné je sais pas comment c'est passé, mais les années 2000, 2010, on était quand même beaucoup des meufs avec des cheveux très Ouais, très lisses. c'est vrai. Un peu à l'inverse des années 80-90, on était sur des boucles folles. Et là, on revient sur la boucle, donc je pense que... Mais ça te va super bien. Et c'est vrai, ce que tu dis aussi sur tes lunettes, il y a un côté où, dans le costume de Margot Liseuse, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est un peu arrondi, comme les lunettes. Je sais pas si c'est assoupli, c'est le bon mot, mais entre ça et tes vlogs, c'est vrai que... Et justement, je parlais de maternité. Tu parles pas énormément... de tout ça, t'en as parlé un petit peu fut un temps, mais ce que je me pose la question, c'est comment on gère finalement l'intimité, le concept d'intimité quand on est une influenceuse, enfin quand on met sa bouille sur YouTube pendant 15 ans, qu'on balade sa caméra chez soi. Alors je sais que tu fais attention à ce que concrètement ta fille n'apparaisse jamais, de temps en temps Vincent passe par là, ta mère, il y a deux, trois personnages dans ton univers qu'on connaît, d'autres qui n'apparaissent pas du tout. J'imagine, comme ta meilleure amie, je crois qu'on la voit à peu près jamais. J'imagine parce qu'elle a pas envie d'apparaître, par exemple. Mais au-delà de ça, toi, comment tu gères cette notion-là de savoir ce que tu vas dire de toi? Est-ce que qui va être trop intime ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Et puis comment tu le gères? Ouais, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé au tout début quand je venais d'être maman. Et c'est clair que t'as envie de partager plein de choses et en même temps, t'es un peu novice dans le domaine. Donc, tu veux pas non plus arriver avec toi, tes principes, tes trucs. Nous, on a fait comme ci, on a fait comme ça. Donc, et puis j'avais pas non plus envie de recevoir des conseils, en fait, parce que j'en cherchais pas. Et du moment que je partage quelque chose, je dois m'attendre à avoir des avis là-dessus. Donc je me suis dit, est-ce que t'as envie d'avoir des avis sur ta fille, sur la maternité, sur l'éducation, sur... Enfin bref. Non. Donc, ne le partage pas. Voilà. J'en parlais avec des gens autour de moi, avec des proches, avec mon conjoint, et en fait, ça suffit. Maintenant, je parle plus volontiers de ma maternité et de comment ça a été quand Alice était bébé, parce que c'est loin derrière.
Même des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais des fois, on voit, il y a une photo d'elle dans la maison, et puis j'ai la caméra qui passe et on la voit. » En fait, je me dis « Oui, mais elle était bébé, et en fait, elle ressemble plus à ça aujourd'hui. » Je pense que tu croises ma fille aujourd'hui dans la rue, si tu l'as vue sur une photo bébé, tu te dis « Ah ouais, tu te dis pas « Ah ouais, tiens, c'est vrai que... » Elle se ressemble plus, quoi, en fait. Tu vois, elle a grandi, elle a 9 ans, enfin, elle a plus du tout cette bouille-là, quoi, malheureusement. Mais c'est aussi, je pense que c'est là où ce que j'aime avec le côté montage, c'est que tu peux déblatérer. J'en ai dit 1000 fois des trucs à ma caméra, qu'ensuite, quand j'ai passé au mode montage, je me dis, non, ça, en fait... toujours, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir des commentaires là-dessus ? Sur ça, là, particulièrement, ce que je suis en train de partager. Non, donc enlève. Et j'enlève. Et les 3 quarts du temps, ça me gêne. Enfin, ça me manque pas de ne pas l'avoir dit. Et au pire, je communique vraiment et je partage beaucoup avec des gens plutôt en privé. Je dis énormément, si vous avez des questions, si vous voulez des détails, si vous voulez... Enfin, moi, je veux dire, j'ai fait toute une vidéo, alors qui est en mode caché, mais quand même, sur ma maternité, sur mon accouchement, sur tout ça, parce que ça me gêne pas. Et au contraire, j'ai bien aimé écouter les témoignages de celles qui sont aussi passées par là. Mais... j'ai pas envie en fait de... Enfin, aujourd'hui, je pense que j'en parlerai beaucoup plus de façon détachée parce que c'est loin derrière. Mais quand c'est tout frais, tout... voilà, je pense que j'ai pas envie. Et du coup, j'ai mis beaucoup de distance avec ça. Enfin, j'ai même pas mis de distance, je me suis juste dit... t'en parles pas. C'est vrai que tu parlais de tes vidéos cachées. Là, il y a une époque où c'était pendant tes renardises, tu avais attaché à ça une vidéo non répertoriée qui se trouvait juste en cliquant en lien dans la description, où tu parlais de plein de choses. Et il y a plein de sujets comme ça dont tu parles plus tellement. Je sais qu'un temps, tu parlais énormément de vrac. Tu le fais toujours d'ailleurs, tes courses en vrac? J'aimerais bien, mais non, je les fais plus parce que Ouais. on a déménagé. Là où on est maintenant, il y a pas. Et pour aller jusqu'où il y a encore, ça me fait toute une organisation que je peux pas avoir en fait. Entre les heures d'école, les congés, le travail, tout ça, j'arrive pas en fait à tout faire tenir dans ma semaine. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, quoi. Alors j'essaie de toujours faire le plus attention possible, mais voilà, j'ai dû me faire une raison. Il y avait une petite boutique qui avait ouvert pas très loin, je me suis dit trop cool, puis en fait elle a fermé. Donc j'ai pu y aller que quelques fois avant qu'elle ferme. Donc c'est vrai que les vidéos cachées que je faisais pour rebondir sur les renardises, en fait, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu fais plus ça et tout ». Et je dis « Oui, mais en fait, pour moi, c'est fait ». Et des fois, j'ai de la peine à revenir sur un sujet que j'ai déjà traité, parce que mais ça mériterait, clairement, parce qu'il y a eu le temps, il y a eu des nouvelles réflexions, il y a peut-être un avis qui a changé. Mais en fait, pour moi, du moment que ça a été fait, je me dis « Bah voilà, c'est plus à faire, en fait, tu veux que je dise quoi de plus ?» Alors qu'il y a des gens, ils sont en demande de « Bah vas-y, enfin, tu sais, fais des mises à jour, quoi. » En fait, je suis là « Bah, je sais pas, ouais, est-ce que ça... » Je me demande toujours si ça intéresserait les gens. Puis je me dis, bah en fait c'est déjà fait, donc pourquoi je le refais ? Moi je veux bien le refaire, mais est-ce que je vais peut-être redire la même chose ? Est-ce que vous voulez vraiment revoir la même chose ? Voilà, je me pose peut-être trop de questions. Après, je sais pas, faut voir un peu ce qui te plaît, mais je pense que c'est un peu comme avec des copains, des copines, tu sais, où t'as tendance tu peux rabâcher les mêmes sujets. Après, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que c'est pas exactement tes copains, tes copines, et c'est des vidéos qui sont en plus parfois monétisées. Donc, est-ce que c'est un truc d'ailleurs où tu penses, quand tu crées tes vlogs, etc., tu penses qu'il faut que ce soit un truc qui soit assez, enfin, qui prenne bien, notamment maintenant que t'as régulièrement des sponsors aussi. Est-ce que ça influence un peu comment tu fais? Parce que moi, j'ai l'impression des fois que tu fais vraiment, tu t'embalèques et tu fais un peu ce que tu as envie quand tu as envie. Mais en même temps, je me dis, bon, faut bien que. Ou alors, est-ce que tu as une bonne idée de ce qui marche pas, de toute façon, donc tu t'inquiètes pas trop? Bah je m'inquiète pas trop, et honnêtement, si je pense qu'une vidéo prendra pas du tout, je la ferai un jour, typiquement le mercredi, où je mets pas de sponsor dessus. Parce que je sais pas, par exemple... je lis des passages de mon journal intime, c'est pas les vidéos qui ont le mieux fonctionné, c'est normal. J'avais mis un sponsor, et c'est vrai qu'ensuite quand on m'a demandé les stats, on m'a dit ça a pas très bien fonctionné. Je dis elle était peut-être un peu trop niche pour que ça fonctionne. Je l'avoue. Du coup ça, j'essaie de faire attention, oui ou non, mais disons que j'essaie un peu plus de réfléchir et de me dire si c'est vraiment trop particulier. Enfin voilà, typiquement après mauvais calcul de ma part, hein, j'étais persuadée que la vidéo bullet journal de fin 2025 n'allait pas plus marcher que ça, et au final elle a cartonné, et je me dis mais j'aurais pu mettre un sponsor dessus en fait. Ils auraient été trop contents. L'argent. Mais non, parce que pour moi ça change pas grand chose au final, parce que ça change juste le calendrier
au moment où je vais publier une vidéo, vu que mes sponsors en général aiment que je publie le dimanche, parce que je respecte, donc je publie le dimanche. Mais c'est vrai que les vidéos qui, je pense, vont fonctionner un peu moins, ou qui sont un peu plus bonus comme ça, je les publie le mercredi. Typiquement, les lectures communes avec ma maman, j'ai pas envie qu'elles aient un sponsor, parce que c'est un truc vraiment uniquement pour le fun, on parle que d'un seul livre, tout ça, enfin, je vois pas la plus-value ni l'intérêt pour le sponsor là-dessus. Donc, je les mets le mercredi parce que c'est juste du rigolo, quoi. Je pense qu'aussi j'ai la chance d'avoir notamment un partenaire, hein, celui de cette vidéo Nextory, qui est tellement cool, qui est là depuis tellement longtemps, que j'ai l'impression que, en fait, je leur dis, en fait, voilà, il va y avoir ça, ça, ça. Ils sont là, ok. En fait, je leur dis même plus. Maintenant, je publie, je fais la sponsor, je leur envoie plus à l'avance les trucs, vraiment, il y a une sorte de relation de confiance qui s'est établie, et c'est hyper cool, parce que comme ça déstresse. Là, tout à coup, je refais des partenariats que j'ai un peu moins l'habitude, et donc, il faut filmer, il faut faire envoyer, il faut tout ça. Là, tout de suite, t'as un peu plus la pression, tu te dis, putain, j'espère que j'ai fait comme il faut, j'espère qu'ils seront contents, j'espère que ça va, et tout. Mais avec Nextory, c'est trop facile. Ça te fait quelque chose de... Alors, au-delà de l'argent, le beurre dans les épinards, ça te valorise? Est-ce que tu sens que c'est une sorte de... Pas de Graal, ouais, Mais si, de quand dire, même. ok, je suis Ouais. dans le game, je pèse dans le game, quoi. Ouais, on a mis tellement longtemps, j'ai l'impression, par rapport à d'autres sphères, à sortir, d'avoir des... Alors, je parle même pas des partenariats avec des maisons d'édition, mais à se faire entendre, avoir des partenaires qui acceptent de, certes, oui, donner un peu d'argent, de tout ça, ça a été tellement compliqué que là, de voir que t'as des marques comme celle-ci, qui en plus, heureusement pour moi, sont en lien avec le livre, et tu te dis, quand même, c'est pas trop tôt. Je parle pour moi, mais je pense que je parle pour les autres qui ont aussi, enfin, des sponsors régulièrement, tout ça. C'est gratifiant, et en même temps, tu dis, ça fait longtemps qu'on est là, quoi. Enfin... En vrai, on pourrait encore discuter bien longtemps, mais là, j'ai envie de passer à un côté un tout petit peu plus fun. Pas que c'était pas fun, mais disons que on est plus léger dans les questions, quoi. Déjà, est-ce qu'il y a un livre que tu aurais pu écrire toi-même tellement ça résonne pour toi? À l'époque, je pense que ça aurait pu être Ce qui nous lie de Samantha Bei, mais je te dis ça, c'était 2012, 2013, je crois, quelque chose comme ça. Ça a tellement résonné fort avec la Margot que j'étais à l'époque, ce que j'étais en train de vivre dans mes relations, tout, en fait. Je me rappelle encore dans ma chronique, je disais, j'ai l'impression que Samantha Bei, elle a mis des caméras chez moi et elle a écrit un livre sur ma vie, en fait. Et c'est marrant parce que son personnage dans ce livre-là s'appelle Alice, et donc ma fille s'appelle Alice, c'est aussi une des raisons, parce que ça a tellement résonné fort, où je me suis dit, oh, purée, c'est Barge en fait, et c'est un personnage qui voit les liens entre les gens, et donc évidemment elle voit aussi quand quelqu'un a des relations extra-conjugales ou ce genre de choses-là, et en fait elle va rencontrer un gars un jour chez qui elle ne voit rien, et elle se dit, ah yes, enfin quelqu'un avec qui je peux peut-être construire un truc sans me poser 10 000 questions tout le temps, quoi. Et moi j'étais un peu à ce moment-là de ma vie, donc... Et justement, donc dans ta panoplie, je crois que t'as pas fait juré littéraire. Si. Ça te plairait, ça? Si, j'ai fait. Tu l'as fait? Ouais, j'ai fait. C'est pourquoi? J'ai fait pour un... À l'époque, comment il s'appelait? C'était le prix Bookalis, je crois. On était les 5 copines, là, et on avait reçu des nouvelles de fantasy. Et on avait dû... on avait reçu les 5 ou 6 dernières, je sais plus. Et on avait dû les classer et puis en faire gagner une. Et moi, je me souviens qu'en plus, j'étais pas d'accord avec les copines parce qu'elles en mettaient une en numéro 1 et moi, je voulais absolument l'autre. Et celle que je voulais absolument faire gagner, d'ailleurs, c'était une nouvelle de Marie Aligno, qui aujourd'hui est donc une des fameuses co-autrices de Nin. Et je crois que d'ailleurs, leur rencontre s'est faite grâce à ce prix. Et c'était en 2015, je crois. Donc... Voilà, c'était assez mignon comme rencontre et puis comme je sais pas, et je me souviens encore de cette nouvelle, elle me marque encore aujourd'hui parce que je l'avais trouvée fascinante et j'ai toujours dit à Marie, mais pourquoi tu n'en as jamais rien fait, pourquoi j'ai pas la suite, je veux un truc beaucoup plus étoffé. Elle m'a dit si t'inquiète, je suis en train, mais ça fait 10 ans que j'attends, quoi, donc voilà. Je vais te dire pas un vrai, mais avec des romans finis, etc., publiés par des maisons d'édition, ça te tenterait parce que c'est un sacré boulot, ça aussi. C'est un sacré job et je suis pas sûre que j'ai le temps ni l'envie. En fait, moi j'ai un problème avec les lectures imposées. Ça me rappelle un peu trop l'école et les cours. Donc je crois que souvent, on me l'a eu proposé et j'ai souvent dit non.
parce que Mhm. trop, enfin des fois aussi, alors je sais pas, s'il y en a que 3, tu peux te dire bon ok, tu vois, mais là des fois c'était genre 10, 15, je dis oh, les gars, Mhm. non Ouais. quoi, enfin ça me fait presque 2 mois de lecture quoi, donc j'ai pas très envie, donc j'ai refusé. Parmi tes lectures, tu lis plein de trucs hyper variés, mais je note que tu lis beaucoup de secrets de famille, enfin en tout cas à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, alors que tu as l'air d'avoir une famille tip-top. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'emmerdes trop? Ils sont trop sympas? T'as envie de genre donnez-moi du drame là, Je qu'est-ce qui veux s'est des passé? cadavres dans les placards. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je pense à un truc qu'on partage beaucoup avec ma mère. Avec ma maman, on a écrit une histoire Mhm. avec des secrets de famille. Parce qu'on aime beaucoup ça. Et en fait, j'ai appris que c'est quand même il y a des choses un petit peu inspirées de trucs qui se seraient passés dans notre famille, mais il y a un moment, plusieurs Oh. générations. Donc, voilà, disons que maintenant, à l'heure actuelle de nos générations à nous, il se passe plus rien. Mais à l'époque, je pense qu'il se passait des choses et que bah, c'est resté un peu voilà, dans les familles. Juste, je sais pas, il y a une forme d'écriture aussi pour le secret de famille, je trouve, où t'as l'impression qu'il se passe rien, que c'est assez plan-plan, et tout à coup, tu dis oh purée, j'avais pas imaginé en fait un destin pareil ou une histoire pareille avec des personnages assez bateau, mais enfin comme Monsieur et Madame tout le monde quoi. Donc je sais pas, il y a une forme ouais de semi-fascination je pense avec ça. Donc qui nous a toujours beaucoup plu. Mais je pense qu'on est devenu aussi un petit peu pinailleuse, d'où le fait qu'on en lit un peu moins aujourd'hui. On a eu Kate Morton, et après, voilà. Ouais, c'est un peu le problème avec les trucs de genre, c'est que du coup, il y a des recettes entre guillemets un peu toutes faites et que du coup qui sont reproductibles, mais c'est pas pour ça que tu as de la qualité pour autant exactement quoi. Donc c'est vrai que C'est ça. ça peut être un peu. Alors on va continuer de parler, je pense, un petit peu de famille parce que je t'avais posé des questions. Dans la catégorie je pique les concepts à des professionnels. Là, c'était en fait un trio de questions qui s'inspire, enfin qui fait plus que s'inspirer. La rubrique de Juliette Arnaud dans l'émission la dernière sur Radio Nova que j'aime beaucoup. Et donc, je t'ai demandé à l'avance un livre, un film ou une série qui te reste de l'enfance. Et tu m'as donné 2 réponses. Tu m'as parlé d'abord des Chroniques de Narnia, enfin Le Monde de Narnia, qui est un roman donc, de C.S. Lewis en 7 tomes. C.S. Lewis, c'est un des précurseurs de la fantasy qui était longtemps pote avec Tolkien avant qu'il se fâche vers la fin de la vie, je crois. Et en gros, c'est l'histoire d'une fratrie qui découvre une porte vers un autre monde à travers une armoire. Est-ce que c'est en fait un peu ta première rencontre avec les possibles? Parce que la fantasy, pour un gamin, c'est genre... ok, ça fait quelques années que je découvre le monde réel et j'apprends le monde réel. Et là, tout d'un coup, wow, il y a encore plein d'autres choses. Est-ce que c'était la première fois que tu découvrais ça? Tu passais l'armoire, en fait, la porte de l'armoire? Ouais. Ah bah, moi j'ai commencé par Le Neveu du Magicien, qui est dans l'ordre chronologique de l'histoire le premier, mais qui je crois dans l'ordre de parution arrive bien après. Donc j'ai commencé avec celui-là, donc la création de Narnia finalement, mais très vite j'ai lu la suite. Et on m'a offert les 7 tomes d'ailleurs chez Folio Junior, je les ai encore. Et ça partait d'un concours de lecture qui était organisé par la bibliothèque de ma ville. Donc la bibliothécaire, qui est un peu copine avec ma maman, voit qu'on vient très régulièrement, et elle me propose de participer à ce concours. Le premier livre à lire, c'était Le Neveu du Magicien, des Chroniques de Narnia. Et donc je me dis, ok, allons-y. Et je dois avoir 8, peut-être 9 ans par là autour. Et en fait, à ce moment-là, à 9 ans, on venait de m'offrir les Harry Potter, le coffret des 3 premiers, et j'arrive pas à me mettre dedans. Je trouve le début un peu chiant, quoi, en fait. Il se passe pas grand-chose, et je lis pas Harry Potter. Et je me mets sur ce Narnia tome 1, et là, je sais pas ce qui se passe. Je dis, mais putain, c'est génial. Il se passe tout le temps des trucs. Ça va dans tous les sens. Et puis, il y a cette histoire avec des bagues magiques. Et puis, ils arrivent dans des espèces d'une forêt. Et puis, ils sautent dans des flaques d'eau. Et puis, ils arrivent dans des mondes. Et puis, waouh, enfin, ça devient fou. Et je me dis, ah purée, en fait, ça va aller tellement loin. Et je vais te dire, donc je continue la saga. Je termine la saga. Et je termine le tome 7. Je suis en pleurs dans mon lit. Même pas parce que la fin est triste ou que sais-je, je ne sais même plus. Mais juste, je me dis, plus jamais je lirai ça pour la première fois. Oh, oh. Et je me rends compte de ça. Et je sais pas, je dois avoir peut-être... Le temps à passer, j'ai mis plusieurs années, je pense, à les lire au final. Je dois peut-être avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et vraiment, j'ai le sentiment de... Oh, tu sais, le poids qui te tombe dans la poitrine de...
c'est fini. Je pense que c'est pour ça que j'ai sorti celui-là, parce que je me dis c'est vraiment, de un, la première rencontre avec l'imaginaire, vraiment, en tant que tel, lire une saga de bout en bout, traverser tout ça avec ces personnages et vraiment ressentir ce manque, quoi, cet abandon à la fin de la saga. Il y a Greta Gerwig qui va faire une adaptation de ça. T'as déjà regardé les autres adaptations avant? Tu les as aimées? Bah, ils sont sortis quand j'avais peut-être... j'étais plus âgée déjà, j'avais peut-être 15-16 ans, et j'ai adoré. Ouais. Je sais pas, la musique me fout encore les poils. Là, on a lu les 2 premiers tomes avec ma fille, et donc on a regardé le premier film, qui est donc le livre 2, et c'était tellement génial de voir et de relire ça avec elle. C'était hyper magique, j'avais l'impression de revivre ça. Donc évidemment, j'ai un petit peu peur de la nouvelle adaptation, je vais pas mentir, mais je sais aussi que la première, elle a plein d'imperfections, elle a ses défauts, mais je suis assez attachée à elle, donc voilà, il va falloir que je me détache. Ça va bien se passer. Du coup, je lisais un petit peu là-dessus que Philippe Pullman, que tu as lu aussi, a est extrêmement critique du bouquin et qu'il a écrit quasiment La Croisée des Mondes en opposition au monde de Narnia, parce que C.S. Lewis était un très chrétien et il y a beaucoup de thèmes catho, enfin en tout cas chrétiens dans son Narnia, voire aussi des petits trucs un peu sexistes, un peu racistes. Du coup, t'aimes autant... parce que tu l'aimes aussi, Pullman, façon sa Croisée des Mondes. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé à la Croisée des Mondes. Après, pour moi, on peut pas comparer les deux, parce qu'ils viennent pas des mêmes époques. Et du coup, je trouve que c'est pas vraiment comparable. Je vais pas non plus jeter la pierre à C.S. Lewis, parce que, voilà, il écrivait dans son jus aussi, quoi. Donc il pouvait pas non plus avoir une vision vachement plus moderne que ça non plus. Il aurait pu, hein, je dis pas, mais c'est pas le cas. C'est vrai que quand j'avais relu Narnia pour la deuxième fois, quelques années après ma première lecture, j'ai vraiment eu un waouh, je me souvenais pas que c'était autant religieux, voilà. Et là, pourtant, je les ai relus, les 2 premiers avec ma fille, et je fais, ça va, en fait, enfin, c'est pas non plus, y en a pas à toutes les pages, y en a pas, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé aussi à la Croisée des Mondes. Je trouve que c'est pas du même niveau, en fait, je trouve. C'est moins accessible à la Croisée des Mondes, pour moi, c'est vachement dense. Ouais, c'est déjà beaucoup plus épais, quoi. Et c'est hyper dense. Voilà. Moi, quand je l'ai lu, j'étais bien adulte quand j'ai lu la Croisée des Mondes et j'étais là, mais d'où les enfants sont censés lire ça? C'est de la philosophie. Moi, je l'ai commencé un tout petit peu trop tôt, justement, et quand je l'ai commencé, j'ai fait ouf. Je crois que je l'ai ramené à la bibliothèque quelques jours après, je dis non. Puis au final, j'ai recommencé en apprentissage, je crois, donc j'avais 17-18 ans. Je dis ouais, j'étais peut-être un petit peu jeune quand j'ai voulu m'y mettre, c'est quand même un peu complexe. Alors, l'autre truc titre que tu m'as sorti, qui te reste de ton enfance, c'est un film, c'est À nous quatre de Nancy Meyer. Alors, au Québec, c'est L'Attrape-Parents. Et en anglais, c'est Parent Trap, avec Lindsay Lohan, où en fait, c'est l'histoire de 2 jumelles, Annie et Ali, qui sont séparées à la naissance par leurs parents qui divorcent. Et il y en a une, c'est épouvantable comme truc de base. Et il y en a une qui vit avec son père, ranch à l'américaine, etc. Et l'autre avec sa mère à Londres. Et elles se retrouvent par hasard, quand elles ont une dizaine d'années, dans un camp de vacances aux États-Unis. Et à ce moment-là, elles deviennent super copines et elles essaient de remettre leurs parents ensemble. Je sais que tu es fille unique. Est-ce que c'est ce qui te reste de ce bouquin-là? Est-ce que c'est l'envie d'avoir une sœur cachée quelque part, d'avoir une copine? Parce que c'est pareil, dans Narnia, on a une troupe une fratrie qui est tous ensemble et tout ça. Est-ce que c'est un élément qui t'a parlé dans le film? Je pense honnêtement, je vais te dire ce qui m'a parlé dans le film et qui restera, je pense, pour moi un des meilleurs moments de visionnage, c'est justement le moment au camp de vacances où elle découvre qu'elle se ressemble, quoi, et que donc il y a de fortes chances qu'il y a un petit lien de parenté, et qu'elles décident de se mettre la misère. Elles ont chacune leur groupe de copines et elles peuvent pas se blairer au début. Et donc en fait elles se font des crasses. Et il y a les lits sur le toit, et elles font tout un pataquès avec des fils, je sais plus quoi, de la mousse à raser, du miel, enfin bon bref. Et ça me faisait tellement rire, en fait. J'aimais tellement ce passage-là, principalement. Après, j'aime tout le côté aussi, on échange, on verra si on arrive à remettre les parents ensemble et tout. Et je pense que c'est... Je sais pas si c'est que moi, mais évidemment que j'ai adoré être fille unique. Hein. Alors attention, ce que je vais dire ne doit pas être sorti de son contexte. Maman, J'adore être toute seule. Mais c'est vrai que de me dire « Ah,
mais imagine, je découvre que j'ai une jumelle cachée. Parce que ça, c'est le truc aussi dans pas mal de livres. Maintenant, ça commence un petit peu à me saouler du... En fait, il avait un jumeau. En fait, elle avait une jumelle. Et tu sais, tu l'avais pas vu venir et puis... Voilà. Mais je pense que c'est un truc aussi, le coup du camp de vacances. Moi, j'ai toujours détesté ça. Je voulais pas aller en camp de vacances, j'ai jamais aimé. Donc j'allais pas. Mais je me disais toujours, si un jour je devais en faire un, je voudrais que ça... Enfin, pas que ça se passe comme ça, se trouver une nana que je vais détester, mais avoir la bande de copines. Le truc vraiment... Bah oui, un peu rêve à l'américaine, mine de rien. Je pense qu'on a été beaucoup matrixés à ça dans nos années de naissance. Mine de rien, ça influence aussi pas mal de choses chez nous, à mon avis. Et je sais pas, j'avais une sorte de fascination pour ça. Et c'est un film que je peux revoir encore et encore et encore aujourd'hui à l'âge adulte, avec toujours le même smile, quoi, tu vois, vraiment. Quand tu dis ça influence des trucs chez toi, tu veux dire genre peut-être les attentes par rapport aux copines, aux copains, aux groupes de potes Ouais, puis même rien à l'école, tu vois, enfin je sais pas, moi je rêvais d'aller dans un lycée et d'avoir un casier. Et bon, c'était tout très organisation chez moi, mais je sais pas, rien que le fait de ouais, puis tu sais, on se parle, on est accoudés comme ça au casier, et puis après on ferme, et puis on a un code. Enfin, moi quand j'ai découvert dans l'école où j'ai été qu'on avait des casiers, mais j'étais comme une dingue. Mais je me disais, waouh, High School Musical, mais non, mais fou, quoi. Zac Efron va débarquer, ça va être incroyable. Et bah, il est jamais venu. Mais voilà, et on a eu un bal de fin d'année, tu vois. Et rien que ça aussi, j'étais, waouh, on a un bal comme aux États-Unis. Bizarrement, aujourd'hui, je rêve plus du tout pour les États-Unis, mais... Oui, voilà, c'est pareil. Tu grandis, voilà. Puis t'es comme... Ensuite, je t'ai demandé, pareil, un film qui t'a donné envie de grandir. Et tu m'as donné en fait un film qui est adapté d'un bouquin que tu n'as pas lu. Le Diable s'habille en Prada, qui est donc le film, je pense que tout le monde connaît, mais vite fait, Anna Hathaway est en fait une apprentie journaliste qui se retrouve embauchée dans une version fictionnelle de Vogue. Et elle subit les pires trucs pour au final arriver à se retrouver au-dessus de la mêlée, prouver ses compétences et renouveler sa garde-robe et trouver son indépendance. Et je me demandais, est-ce qu'on parlait tout à l'heure que du côté je mets mon habit de libraire, mon habit de margoliseuse, etc. Est-ce que tu as beaucoup utilisé les fringues, la mode et tout ça pour t'émanciper ou te trouver, toi? Est-ce que c'est un truc avec lequel tu as beaucoup joué ou pas tant que ça? Ça revient aussi avec ton histoire de cheveux coupés, de boucles et tout, là. Ouais, alors je pense, parce que quand j'étais ado, j'étais plutôt dans le côté très, très noir, très sombre, très avoir des gros trucs cachés un maximum, etc. Alors je sais pas, je le suis toujours, je suis un peu claustro dans mes habits, donc j'ai rarement des trucs très près du corps. Pendant très longtemps, j'ai cru que je ne pouvais avoir qu'un seul style. Et donc je me cantonnais à celui-là. Et je me disais, ok, c'est maintenant... Et je trouvais pas en fait le style, justement, et je me disais... Putain, pourquoi ça a l'air tellement facile pour d'autres, elles ont telle garde-robe, et puis ça a l'air simple, et puis moi je sais pas, puis un jour je me lève, j'ai envie de ça, un autre jour j'ai envie de ça, puis... Bref. Et ça a été, pendant un sacré moment, à me dire, mais en fait, t'as le droit d'en avoir plusieurs. Y a pas de règle. T'as envie de ressembler à un sac à patates un jour, le lendemain t'as envie d'être canonissime dans une jupe, mais tu fais ce que tu veux en fait, enfin, ça peut être dans la même journée si tu veux, y a pas de problème. Et... je dirais encore plus, je pense que dans ce film, là où il m'a donné envie de grandir, c'est que j'avais un peu cette vision de Anna Hathaway qui marche comme ça avec ses cafés à l'emporter, tu sais, tous ses dossiers, enfin on en parlait d'ailleurs il y a pas très longtemps, tu vois, le syndrome du personnage principal, tout ça, Carrie Bradshaw, enfin voilà, et je me disais, waouh, c'est ça la vie d'adulte. Je crois qu'il est sorti en 2006, ce film, tu vois, j'ai 16 ans, et je suis là, waouh, le monde des adultes, c'est ça. C'est marcher dans la rue avec des talons et puis des dossiers et puis encore une fois fausse image de toute ta vie, tu vas être en basket donc arrête quoi, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit côté comme ça un peu de me dire waouh, fantasme de la vie d'adulte, à 30 ans tu vas être posé et puis tu vas savoir tout, qu'est-ce que tu dois faire, et en fait non, toujours pas. Il y a des moments où je me lève le matin et je fais putain, j'ai 36 ans et je sais bientôt et je sais toujours pas en fait comment, c'est quoi le bon truc, mais j'ai des fringues en effet que je peux mettre et où je me sens un peu plus adulte dedans, et après j'ai d'autres fringues où je me dis c'est bien l'adolescence quand même. Remets ton t-shirt des Fall Out Boy, ça marche aussi. Qu'on a eu, je pense, une époque où l'adolescence devait être un tout petit peu plus simple à vivre, parce que bon, quand je vois les ados aujourd'hui, ça fait vraiment la vieille, hein, mais les ados aujourd'hui où tu vois qu'elles sont hyper bien sapées, mais genre elles ont l'air de maîtriser leur apparence,
Alors que pour moi, c'était, tu veux pas revoir des photos de l'époque où c'était, bah, tu testes en fait, tu comprends pas ton corps, tu comprends pas à quoi tu ressembles. Et il y avait une sorte, je suis contente d'avoir vécu ça en fait, plutôt que. Alors après, bon, ça doit être sympa aussi d'être bien habillée et de savoir te maquiller à 15 ans, tu vois, mais. Oui, mais non, enfin, je sais pas, les erreurs, mettre trop de liner, Mhm. ne pas se démaquiller, ressembler à un panda le lendemain, enfin, je sais pas. On n'avait pas de photos pour le prouver, quoi. C'est C'est ça ça, qui est magique. c'est ça. Est-ce que tu te sens aussi adulte quand tu te promènes avec ton petit café à emporter là? J'avoue que je me promène plus beaucoup dans la rue. Bah oui, voilà. C'est ça, être adulte. C'est en fait avoir envie de se Voilà, planquer du monde. mais exactement. Mais écoute, je me sens adulte quand je pars le matin de chez moi avec mon sac. Alors déjà, j'ai un sac à dos d'ailleurs, donc tu vois, je suis pas du tout adulte parce que j'ai encore un sac à dos, mais n'empêche, c'est tellement plus pratique Oui. que voilà. Et mais j'ai mon petit café à l'emporter que j'ai fait chez moi, bien évidemment. Donc rien que ça, tu sais, de partir avec ton sac, machin, ton café, tes clés, t'arrives à ta voiture, tu fais, Ouais. je suis une adulte. Je suis en charge. Allez, Et c'est comme tu dis. je suis en charge. Tu mets ta petite musique là, comment c'est Katie Tunstall, c'est ça là où t'es un petit peu speed, mais tu sais, c'est vrai que j'adore ces moments-là dans ton petit quotidien où tu sens que t'as le rythme et puis ça s'enchaîne très bien. Et puis et Exactement. j'ai trop envie tout à l'heure je suis allée faire les courses avec Taylor Swift dans les oreilles. J'avais trop envie de marcher au rythme de Style, tu Mais vois. oui. Juste je veux rester 2 secondes sur le coup des fringues et de la mode et tout. Je me demandais est-ce que toi t'en parles pas du tout, mais est-ce que tu as des modèles de femmes qui t'inspirent autant pour les fringues que pour la façon de voir la vie, de comprendre comment tu peux être et toi, est-ce qu'il y a des personnes à ta tête, j'ai l'impression que non. Bah, pas que. Enfin, comme ça, non, mais après je chope un petit peu tout ce que. Voilà, bah autant oui, ça peut être une Kate Winslet, tu vois, qui a refusé d'être photoshopée pour des trucs, pour un reportage, un magazine et tout, que j'ai trouvé incroyable. Ça va être des femmes qui se soulèvent pendant des remises de prix et qui vont dire non parce que MeToo, parce qu'on peut pas donner un prix à telle ou telle personne, parce qu'on peut pas, en fait, tout bêtement, mais on le fait quand même. Des performeuses, je pense à toutes ces danseuses qui sont dans Danse avec les stars par exemple, parce que j'ai appris à les découvrir là, mais qui ont l'air tellement à l'aise, qui ont l'air tellement sûres d'elles, qui sont à l'aise avec leur corps notamment, chose que j'ai appris à être, mais que c'était pas évident non plus. Je vais penser à une Taylor Swift évidemment, tu vois, où je me dis putain, ouais, quand même, la meuf elle est partie. Alors certes, elle a eu quand même un peu une cuillère en argent dans la bouche, mais elle a quand même décidé d'en faire quelque Mm. chose et elle a été jusqu'au bout et elle a dit moi je vais faire un show de 3h20, ok, ça va être une super idée. Personne voulait, personne n'était d'accord, elle l'a quand même fait et ça a été un succès interplanétaire. Donc Mhm. je me dis, on a quand même des beaux modèles, des femmes qui sont inspirantes, mais après je peux pas dire que j'en ai une comme ça. Je me dis ouais, elle, et je suis tout. Moi je suis une femme qui picore beaucoup, je prends beaucoup tout ce que je vois un petit peu à droite à gauche et qui m'inspire, et j'en fais un peu un mood board quoi au fait finalement. Donc je peux ne pas complètement être d'accord avec quelqu'un, mais être d'accord avec une partie. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais tu es très mood board et découpage, Tout à décollage, fait. Pinterest et compagnie. Ensuite, je t'ai demandé un film ou une série qui te fait rire et tu m'en as donné deux. Tu m'as dit Shrek, donc tout le monde connaît. Je me souviens des gars un peu plus jeunes que moi qui disaient mais tu te rends pas compte ce que Shrek a fait pour notre génération. Alors, effectivement, je ne me rends pas compte. Mais moi, ce que je me suis demandé quand même, je me suis dit, donc Shrek, c'est l'histoire d'un ogre qui vit dans son marécage boueux. Je crois que c'est l'âne qui vient de récupérer pour l'emmener dans une mission, aller récupérer une princesse coincée par un dragon. Et au final, l'âne se fait le dragon et Shrek se fait la princesse, qui se trouve être un ogre en vrai. Gros spoiler, mais c'est pas grave, écoutez, depuis le temps, y a pas de spoiler, c'est le classique, les gens. Il y a prescription. Moi, je me demandais, est-ce que finalement, ton couple, ce serait pas un peu toi et Shrek et l'âne? Toi, tu serais Shrek et Vincent, c'est un peu bougon qui veut pas trop bouger de son marécage. Et Vincent, ce serait l'âne un peu chill, mais qui quand même a un petit peu a vraiment besoin de s'accrocher. Enfin, qui est genre, non, mais vraiment, je veux être ton ami, vas-y, reste avec moi. Je pense que ça peut switcher. Hein. À un moment, c'est lui Shrek, après c'est moi l'âne, Ouais. et vice versa. Bizarrement, aucun de nous deux n'est Fiona, clairement. Mais il y a clairement quelque chose. Des fois, c'est moi qui le sors de son marécage, après c'est lui qui me sort de mon marécage. Donc je pense qu'on intervertit pas mal les rôles à ce niveau-là. Mais ouais, c'est plutôt une belle métaphore. L'autre truc, c'est qu'il m'a parlé de Malcolm.
Donc Malcolm in the Middle, qui est l'histoire d'une fratrie avec la mère Lois qui est débordée et le père Bryan Cranston qui va être ensuite Breaking Bad, qui lui aussi est Si. débordé et dépassé, voilà. Est-ce que toi ce que t'aimes, et c'est une série humoristique du coup, est-ce que toi ce que t'aimes bien peut-être dans Malcolm, c'est le côté un peu te repérer peut-être dans le Malcolm qui est quand même un peu mis, enfin le titre c'est Malcolm in the Middle. Et tu sens qu'il est au milieu, mais en fait, il est un petit peu nulle part, un petit peu ostracisé. Est-ce que ça fait un peu écho à quelque chose en toi, ce côté de se sentir un peu seul au milieu de beaucoup de bruit? Et peut-être, est-ce que ça te fait penser à ta Oh, phobie scolaire, peut-être aussi? Ou, oh, ah ou purée, juste c'est j'ai drôle? pas du tout été chercher si loin. Oh my god, tu m'as demandé un truc drôle et l'autre elle part dans totalement autre chose. C'est fou. Écoute, premier degré, ce qui m'est venu quand je t'ai sorti ça, c'est parce que c'était le moment où on était vraiment tous les trois avec mes parents. Mon père, les petites fictions comme ça, notre belle famille, nounou d'enfer, ça l'intéressait pas trop. Et quand Malcolm est arrivé, mon père a accroché à Malcolm en fait, vraiment très fort. Peut-être parce qu'il y avait plus de mecs, j'en sais rien, enfin bref. On peut certainement trouver un message là derrière. Mais il a tout de suite croché à cette famille qui a pas de nom de famille, qui est très classe moyenne, qui est, enfin même un peu en dessous. Et ça a tellement matché, j'ai dit, ah, on tient un truc que tous les trois on kiffe. Après il y en a eu d'autres, hein, tu vois, on a eu Camelot, on a eu ce genre de voilà de mini-séries un peu comme ça ensemble. Ouais, je pense que c'était beaucoup lié à ça. Et après j'ai beaucoup aimé le rapprochement que t'as fait avec le milieu, avec le fait de pas se sentir totalement dans le cadre. C'est une image que j'ai toujours eue, je pense, notamment avec l'école. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un rapprochement si on veut bien. Un personnage que tu as rencontré adulte, mais que tu aurais aimé rencontrer enfant ou ado? Anne de Green Gables, évidemment, évidemment. J'aurais voulu être pote avec elle. Oh là là. Si Alice venait à lire Fangirl, je suis sûre que tu vas l'inciter à, et qu'elle trouve ça archi nul, est-ce que tu la gardes quand même sur ton testament? Ouais, je pense. Tu sais, je me suis habituée à elle quand même. Je l'aime bien, donc c'est pas grave. Hein. Je l'aurais lu assez pour nous deux. Disons. Ça va être bizarre le jour où c'est. Non, j'aime pas tes trucs de lecture, maman. Vas-y, je lis mes propres trucs là. Mais d'un côté, je me réjouis aussi parce qu'elle enfin, c'est aussi ce qu'on veut quand on a un enfant. C'est vers quoi elle va aller, c'est quoi ses goûts. Je veux dire, moi, je suis passée par tellement de trucs que ma mère et mes parents ont dû dire ah, mais non, mais sérieusement, quand est-ce que ça s'arrête, quoi, tu vois. Et après, tout à coup, soit tu restes là-dedans et tes parents sont jamais d'accord avec toi, soit tu bifurques vers d'autres choses et qui se rapprochent peut-être un peu plus de leur goût ou même tu leur fais découvrir des choses et c'est ça aussi qui est cool, quoi. Donc d'un côté, je me réjouis d'arriver à ce stade avec ma fille, ça va être chouette. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'au final, toi, en tant qu'influenceuse littéraire, ta plus grande influence littéraire, c'est ta mère. Bah, pas depuis très longtemps, Mhm. parce que au tout début de ma chaîne, et donc là où je lisais beaucoup aussi pour le boulot, etc., on lisait vraiment pas les mêmes choses. J'étais encore beaucoup dans le rayon jeunesse, je tenais un rayon jeunesse aussi, donc forcément. Beaucoup de fantaisie, tout ça, et ça, elle en lit pas du tout. Elle lit un peu de fantastique des fois, mais et encore. Mais je dirais qu'à partir du moment où elle m'a fait découvrir Kate Morton, où là je me suis dit, ouais, ok, peut-être pourquoi pas, essaye. J'en ai lu un. Après, j'ai commencé à en lire un peu plus. Avant, j'en lisais pas assez pour elle, en fait, pour qu'on en discute régulièrement. Ni des thrillers ou des choses. J'en lisais, mais moins que maintenant. Donc, c'était un peu plus disparate dans mon année de lecture, on va dire. Et ouais, je pense qu'on s'est rapprochés, en fait, en termes de maturité aussi, puis de lecture. Ça joue forcément. Donc, on se conseille beaucoup de choses. Et comme, en fait, c'est la première personne avec qui je peux en parler en direct, bah forcément j'ai bien envie qu'on ait des lectures qui matchent parce que comme ça on peut parler très très vite, on se voit une fois, voire 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Donc je la vois beaucoup, donc on peut beaucoup parler et en général on parle tous les jeudis quand on se voit, c'est alors qu'est-ce que t'es en train de lire? Du coup, c'est un peu la lecture qui vous a aidé à redevenir. Parce que tu sais, on a tendance à s'éloigner à l'adolescence, jeune adulte de la famille parce qu'il faut qu'on se construise un petit peu. Et puis à un moment donné, on arrive à raccrocher les wagons parce qu'on se retrouve, on est adulte. Alors c'est cool si les parents te voient aussi comme un adulte, ça aide un petit peu. Mais là, on dirait que la lecture, ça vous a aidé aussi à... Bon, vous avez peut-être pas besoin d'énormément de choses peut-être pour accrocher les wagons non plus, mais... Non, on n'a pas eu beaucoup. Ma mère et moi on n'a pas eu... J'allais dire, je réfléchissais, je fais quand est-ce qu'on a... Non, mais en fait jamais. Tout à l'heure, on parlait de Narnia et puis de Tolkien. Tu serais quel genre de hobbit? Est-ce que tu es plutôt Frodo? Tu dis oui à l'aventure tout le temps? Sam, si c'est pour mes potes, c'est ok.
du genre Pipin et Mary, d'ambiance FOMO. S'il se passe un truc, je veux voir ce qui se passe, je veux pas être laissé de côté. Ou alors un hobbit dont on ne connaît pas le nom parce qu'il est resté à Hobbiton pendant toutes les aventures et peut-être même qu'il a acheté des affaires de Bilbo alors qu'il était même pas mort. Celui-là, très clairement, très clairement. Non, alors, je peux avoir un petit côté un peu Merry et Pipin avec en effet, la FOMO comme ça, à me dire, putain, merde, si je suis pas... Je l'ai eu pendant très longtemps, ça, vraiment, où je voulais être dès que t'as des événements, des anniversaires, des trucs, autant j'aime pas spécialement y aller parce que je me dis, il va y avoir plein de monde, autant je sais que quand j'y vais, en général, après, on passe tellement des bons moments, que j'ai toujours ce regret de me dire, ah, si on peut pas y aller, c'est nul. Et donc ouais, vraiment, je l'ai assez fort. De moins en moins, donc ça va. Je fais gentiment le point dans ma poche et je me dis non mais en fait, ton salon, tes loupiottes, ta lecture, ta télé, c'est bien aussi, non? Enfin voilà. Donc je pense que je serais plutôt celui-là. Frodon, non, jamais de la vie. Je peux avoir un petit côté Sam, évidemment. C'est que je peux être très sur la défensive pour les gens que j'aime. Donc ouais. Un gros melting pot de tout ça, mais probablement que je suis restée à la compter. Comme beaucoup d'entre nous au final. Hein. C'est marrant parce que j'avais vu un reportage sur ça qui se demandait d'où venait l'inspiration des hobbits. Et spoiler, la réponse, parce que toutes les autres races, etc., il y avait des références à travers le folklore et la mythologie arthurienne, etc. Et les hobbits, en fait, c'était censé représenter le lecteur. Qui reste dans sa contrée, et Frodo qui est celui qui a l'imagination qui fait que tu ouvres un livre de fantasy, quoi. On change d'univers, mais on est toujours un peu dark. Si tu es capturé par Vecna, c'est quoi la chanson qui te ramène dans le monde réel? Alors, pour ceux qui connaissent pas Vecna, pendant que tu réfléchis, Vecna, c'est le méchant de Stranger Things, qui a un peu des pouvoirs de manipulation mentale, et en fait il capture certains personnages et qui sont comme comateux dans notre monde à nous, et leur esprit est dans un autre monde, celui de Vecna, quoi. Et une façon de les ramener à la vie, ou en tout cas à la conscience, c'est via une chanson qui s'écoute en boucle, qui a une signification pour eux, en fait. Donc c'est les émotions qui les ramènent à travers le son. Mais il peut y en avoir tellement. Oh là là. Et ouais. Si je devais me mettre à l'âge plus ou moins des personnages, c'est-à-dire plutôt une plus jeune version de moi, pas forcément celle que je suis aujourd'hui, je tiens... Alors attention, parce qu'alors là... On va sortir les Laurie ou les Spice Girls. Ah non, je vais réveiller des souvenirs traumatisants chez certaines personnes et je m'en excuse d'avance. Mais attends, je vais te faire toute l'histoire. C'est la bande-son de l'Exorciste. Boy! Parce que... C'est intéressant. Sortir du l'Upside Down avec l'Exorciste, c'est formidable. Non, alors attends, parce que si tu veux, moi j'ai jamais vu l'Exorciste, je le verrai probablement jamais de ma vie, parce que je suis trop flippette pour ça. Mais le mec qui a composé le thème de l'Exorciste, c'est un musicien qui s'appelle Mike Oldfield, et qui, dans son album Tubular Bells 2, a sa première musique, c'est ça. Et Mike Oldfield, c'est vraiment un artiste, donc un musicien que mes parents adorent, mais vraiment très très fort. Et donc, toutes mes courses avec mon père, les départs en vacances, dès qu'on était dans la voiture, on écoutait du Mike Oldfield. Et donc moi j'ai entendu l'intro de l'Exorciste toute ma vie, toute mon enfance, et c'est mes meilleurs moments avec mon père, tu sais, qui s'excite sur le volant, tu sais, avec ses pouces comme ça, genre pam 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 pam. Et je suis là, trop bien. Donc en fait, quand j'ai découvert plus tard, parce que j'avais aucunement conscience que c'était ça, quand je parlais de ça et tout, puis que je fais écouter, je crois que c'est The Sentinel, le thème, les gens me regardent un peu bizarre et me disent « Mais c'est un peu le thème musical de l'Exorciste ?» Puis je suis là « Bah non, enfin, pas du tout, rien à voir, c'est mes départs en vacances. » Et donc, voilà, je pense que ce serait ça. Ça peut être un autre morceau de lui, hein. Ça peut être un peu plus connu, peut-être c'est Moonlight Shadow qu'il a fait avec... là, ça chante réellement, mais je pense que ce serait ça. Donc, c'est génial. Voilà. La gueule de Vecna, c'est comme wow. Attends, elle est badass la meuf. Plus fort que moi. C'est que oh non, vas-y, repars chez toi là, c'est bon, tu me fais peur. J'en peux pas en fait. T'es un peu malade toi. Et aujourd'hui, ce serait quoi?
Ah, aujourd'hui, ce serait quoi? Ouais, je pense que ce serait Willow de Taylor Swift. Parce que je pense que c'est une des chansons que j'écoute le plus. Tu sais, à chaque fois, t'as ton top et tout machin. Et Willow est toujours hyper bien placée. Alors que elle a un petit temps, quoi, maintenant, quand même. Donc, il y en a eu d'autres entre-temps. Alors, un petit ci ou ça. Nouvelle-Angleterre en automne ou Scandinavie en plein hiver? Oh, putain. Nouvelle-Angleterre en automne. Ça fait trop Ouais, longtemps que j'ai envie. Si je me dis la j'avoue. Scandinavie, je peux quand même y aller peut-être un peu plus facilement, c'est un peu plus proche. C'est pas la même. Moi, j'ai fait juste le Québec en automne. C'est pas la même. Quand t'es Bah ouais, les érables à sucre, les couleurs bah d'automne, c'est pas ouais, les mêmes. C'est bah pas la ouais. même. Édouard ou Jacob? Oh, mais aucun. Hein. Ouais, Non, y a aucun. Rien ne va. Rien ne va. très bien. Charlie ou Carlyle, Je mais prends. pas Edward ou Jacob. Non, je peux pas. Jess, Logan ou Dean? Jess. À jamais, pour toujours. Réponse. Triangle amoureux ou Enemies to lovers? Enemies to lovers, quand même. Gandalf ou Dumbledore? Gandalf. Stark ou Targaryen? Stark. Du coup, loup ou dragon? Loup. C'est canon, un dragon, je dis Du pas. coup, Mais c'est un peu ouais. chiant à parquer, tu vois, c'est pas facilement Ça va, dissimulable, quoi, on va dire, tu vois. ouais. Ça va plus loin qu'un loup en termes de mode de C'est transport, vrai, hein, par contre. c'est vrai. Mais le loup, tu peux dormir avec un peu, tu vois. C'est de la fourrure Ouais. et tout, tu vois. Les écailles du dragon, Mhm. ça, c'est rêche, tu dois te faire mal dessus les 3 quarts du temps. Je suis pas sûre. Si tu devais être une super-héros, est-ce que tu préférais que tes pouvoirs viennent d'une autre planète, d'un animal bidouillé en laboratoire, de ta thune, d'une mutation génétique unique? Non, d'une autre planète, je pense. Est-ce que toi aussi tu mettrais tes slips par-dessus ton caleçon? J'irai pas Enfin, tes collants? jusque-là, parce que comme je Ok. suis une femme, je pense que j'aurais un tout petit peu plus de... Tu vois. J'appellerai Anataway d'abord, quand Ah même. ouais. Je lui dirais, tu valides ou pas? Un super pouvoir, du coup, magique, tu sais, soit à la charme, de quoi que ce soit, ce serait quoi? J'aimerais bien la téléportation, quand même. Hmm. Ça, je me dis, Ouais, comme c'est ça, quand tu même... t'emmerdes plus avec ton dragon, c'est bon? Mais c'est ça, tu prends plus jamais l'avion de ta vie, tu vas au boulot comme ça. Non, franchement, c'est un truc que je Ah ouais, kifferais mais bien, je pense. t'as plus la scène où tu vas dans ta voiture avec tes petites Non. clés et ton Mais je petit... pense que je le ferais. Je le ferais quand même, tu sais, un peu Ouais. genre pour... Tu fais un dîner où tu invites 5 célébrités, qu'elles soient vivantes ou mortes. Tu choisis qui et qu'est-ce que tu leur sers à manger? Alors déjà, je leur fais une fondue, parce que simple, efficace, bonne franquette, Moitié-moitié? moitié-moitié, vacherin, gruyère, nickel. Donc, il y aura évidemment Taylor Swift, il y Voilà. aura Dylan O'Brien, et je pense que je mettrais Lindsay Lohan, parce que tu vois, ça remue beaucoup et tout, des trucs assez fun. Puis tout ce qu'elle a traversé, je serais hyper curieuse de... Ouais, un peu tout ce qu'elle a vécu et tout. C'est dur, en fait, comme question. Je suis sûre que là, j'ai 2 heures pour y réfléchir, je te trouve plein de gens, mais je pense que après... Ah ouais, si, je pense qu'ensuite je mettrais Billy Boyd et Dominique Monaghan qui jouent donc Muriel Pipin, parce que je sais qu'ils aiment trop le manger. Mm. Ils ont une émission où ils traversent certains pays pour la bouffe. Ils sont venus manger du fromage en Suisse. Et Ah. voilà, ils ont découvert comment ça se faisait et tout et tout. Et je trouvais ça tellement cool. Donc eux, je pense qu'ils kifferaient juste venir manger. Et en même temps, je me demanderais quelle serait la dynamique de tous ces gens ensemble. Moi, j'adorerais, par exemple, avoir Jane Austen, mais en même temps, je pense que... Je suis pas sûre qu'elle parlerait beaucoup, Bah mais elle non, observerait et après, elle écrirait un truc de beach monumental. grave. On C'est aurait tout clair. notre portrait refait au vitriol. Mais genre, tu vois, moi, j'aurais Jane Austen, Alain Chabat et Alexandre Astier. Oh putain, mais oui. Mais Comment Alain tu les Chabat et fais venir avec Mais bien elle? sûr. Et puis David Castello-Lopez, tant qu'on y est. Ah mais grave, putain. Les Mais questions. on peut faire plusieurs tablés sinon. Ces 5-là, ces 5-là, ces 5-là. Ah oui, parce que dans ce cas-là, j'aimerais bien Pierre Ninet aussi, tu vois. Bah, on peut faire une Ah, table de j'avoue. francophones et une table d'anglophones, tu vois. Donc les Ouais. anglophones là, et donc en effet, dans les francophones, je prendrais, je sais jamais dire son nom de famille parce qu'il est imprononçable, Adèle Extra... Oh, Exarchopoulos. Ah ouais, elle, je l'aimerais trop. Ouais. Ah, elle a Ouais. l'air tellement cool. Ah bah alors du coup, faut François Civil aussi. Parce que Non, là, Pierre Ninet, non. François Civil et Alors, Exarchopoulos, non? j'ai Ah, un ils peu sont de la morts de peine. rire tous les trois quand même. Ouais, je sais, mais j'ai de la peine avec François Civil. J'aimerais que Pierre J'espère qu'il Ninet... n'écoutera pas cette vidéo. Non, il l'écoutera pas. Je suis désolée, François, si tu l'écoutes, mais c'est pas grave. Ne m'en tiens pas rigueur. Alexandre Astier, j'aimerais bien, mais j'aurais un peu peur de me sentir
vraiment très inférieur en termes d'intelligence. Ouais, tu l'invites à une conférence plus qu'à ton dîner, quoi. Ouais, je pourrais l'écouter parler pendant des heures, mais j'aurais peur de pas savoir quoi lui dire. Alain Chabat déjà plus, je pense que ça peut le faire. Et ça fait typiquement partie des gens, je me dis, j'ai pas intérêt un jour à apprendre qu'ils ont fait un truc pas net. Putain, ouais. Parce que ça me ouais, mettrait non, trop mal, en fait. Ils ont pas le Déjà, droit. tu sais qu'il y a déjà Edouard Baird dans le dos, hein. Justement. Donc, ça suffit. C'est bon, il prend pour tous les autres, maintenant les autres ils sont clean, ok? Quel livre tu recommanderais à Taylor Swift? Je crois qu'elle aime bien lire en plus. En fait, c'est rien à voir, la meuf elle lit de la romantésie, en fait, on n'en sait rien. Non, j'aurais vu un truc un peu... Typiquement, je sais pas, avec... Ah, je sais, Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Bon, on est sur la fame, là. Ouais, mais plus par rapport à sa grand-mère, tu vois, parce que c'est ces époques-là, sa grand-mère qui a dû, qui a arrêté, qui a chanté, tout ça, qui l'a un peu poussé aussi à faire de la musique. Alors ses parents étaient aussi derrière et tout, mais c'est aussi beaucoup grâce à sa grand-mère et tout. Et je sais pas, je pense que le côté un peu, justement, ce que tu montres et en fait ce que vraiment ta vie, tout ça, je pense que, ouais, je lui. Puis là, on est dans le cinéma, alors certes, ça se rapproche hein, avec la musique et tout, mais je pense que ça pourrait lui plaire. Peut-être qu'elle l'a lu. Je sais pas. Taylor, t'as lu Les 7 maris d'Evelyne Hugo? Bon voilà, j'ai encore plein d'autres questions, mais je pense qu'à un moment donné... mais on fait un volume 2 au pire, hein, enfin... Moi je pense qu'on peut demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils veulent un volume 2 Eh ben, merci beaucoup à toi Margot. Merci à toi Marion. J'espère que vous aurez un petit peu de votre curiosité comme moi qui a été quoi, répondu, c'est pas ça le mot, mais... Assouvi. Assouvi, merci. Et puis bah, à bientôt Margot sur les chaînes. Sur les chaînes. Live. Genre il y en a plusieurs. Oui. Bah, il y a les chaînes Instagram, les chaînes YouTube, les chaînes... Ok. Voilà. Sur les internets quoi. Voilà les internets. Eh bien merci beaucoup Marion pour toutes ces questions où ma foi on aura quand même bien rigolé, on aura bien introspecté aussi. On aura fait des métaphores comme ça. Et j'ai adoré passer ce moment. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Et en tout cas, bah voilà, je sais pas trop quoi dire en termes de lâcher votre commentaire, parce que qu'est-ce qu'on commente? Une petite question finale vous-même. Ah bah oui, j'essaierai de... Tu me les enverras et je vous les mettrai dans la barre d'infos, tiens. Voilà, parce que moi je suis curieuse aussi. J'aime bien savoir ce genre de petites choses sur les gens. J'aime bien. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!